Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie tout simplement. Retrouvez-moi tous les premiers jeudis de chaque mois pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçue par le couple à la tête de la société Aleph Networks. Tout là-haut, sur leur colline du Beaujolais, Nicolas Hernandez et Céline Aéry m'ont accordé quelques heures pour parler d'Aleph, du parcours de Nicolas et des projets loin d'être farfelus de Céline. Cybersécurité, lutte contre la pédophilie, éducation innovante, philosophie aristotélicienne et French Cancan sont au programme de ce tout premier épisode de Slice. J'espère qu'il vous plaira. Donc bonjour Nicolas, merci infiniment de me recevoir chez toi aujourd'hui pour parler de ta vie de patron, d'entrepreneur et puis pour parler également d'Aleph Networks, ton entreprise avec tes associés et de tes futurs projets. Je suis ravie que tu aies accepté de répondre à mes questions. Et donc, pour ouvrir cette entrevue, la première question qui me vient à l'esprit pour comprendre ce qui t'a amené où tu en es aujourd'hui, c'est de savoir à quoi tu te destinais quand tu étais enfant, en termes de profession. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un professeur, tes parents, un conseiller d'orientation qui t'a dit « Toi, tu serais bien pour ce métier ». Bonjour Marjolaine. Je parle trop. Non, bonjour, merci d'être venu jusque dans le Beaujolais. Ah bah, ça va être un plaisir. D'être venu à la maison, ça fait plaisir. Oui, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je n'ai pas eu, dans le monde éducatif, quelqu'un qui m'a dit « tu étais destiné à ça ». La seule phrase que j'ai retenue d'un de mes professeurs, notamment de mathématiques, c'est « Monsieur Hernandez, vous filez du mauvais coton ». Ça, c'est la seule phrase qui est restée gravée dans ma mémoire, dans mon cursus scolaire, issu des profs. Donc, j'ai essayé dû m'en remettre à moi-même pour ces choix et à me laisser guider sur ce que je ressentais. Et effectivement, ado, j'ai fait beaucoup de voile. Et c'était mon sport. Donc, je faisais de la voile avec mon père. Et petit à petit, j'ai fait de la compétition. Ça a marché à peu près. Et puis, naturellement, je suis devenu moniteur de voile. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à 17 ans comme professeur de voile. Ce qui m'a permis de mettre un peu de côté de l'argent pour financer mes études. Parce que c'était devenu un moyen de financement de mes études. Donc, j'ai commencé dans la vie active comme moniteur de voile, avec des enfants ou avec des adultes sur des bateaux assez gros. Faire de la croisière, des choses comme ça. Et ça m'a permis de financer mes études et de partir à Paris pour me financer un appartement à Paris. En tout cas, de financer partiellement mes études. Mais alors, si on revient en arrière, donc tu es à l'école, au collège, lycée, tu as suivi un cursus normal, tu étais bon élève, à part que tu étais un petit peu un petit chenapan. A priori, dans la norme, je filais pas le bon coton, en tout cas le coton qui était attendu par mes profs. Nationale. Donc je devais filer autre chose. Non, en fait, j'ai jamais compris. Alors déjà, ce qui me semble important, c'est que j'étais dans une situation jusqu'à 14 ans où j'étais très bègue. Je suis toujours bègue, ça s'entend très peu, sauf les bègues entendent que je suis bègue. Mais donc j'ai été très fortement bègue et jusqu'à 14 ans, j'ai pas pu avoir de conversation avec quelqu'un d'autre. Conversation intellectuelle. J'étais capable de dire des choses simples, mais rentrer dans du raisonnement, la parole suivait pas. Donc avec le recul, j'ai connu une sacrée frustration dans l'expression, donc jusqu'à 14 ans. Donc après, je me suis rattrapé, j'ai beaucoup parlé. Donc ça, pour moi, avec le recul, c'est un des points de départ, c'est cette volonté de m'exprimer, d'exprimer ma différence et de montrer le coton que j'étais en train de filer. Et à 14 ans, en fait, c'est parce que tu as suivi une rééducation Coup de peau. Mes parents m'avaient amené à un séminaire pour bègues et il y avait des intervenants qui décrivaient une méthode
Et j'ai construit à partir de ce que j'avais vu ma propre méthode. Et puis petit à petit, j'ai Toi, réussi tout seul? oui, avec l'aide de la conférence que j'avais vue, oui. J'ai adapté la méthode au truc. Sinon, il fallait partir en stage 15 jours donc en fait, j'ai pris ce qu'il y avait et puis je m'en suis sorti petit à petit en ayant des méthodes physiques de contraction des mains. Puis petit à petit, ça se voit de moins en moins et puis après, la parole se libère. Donc ça, c'est le point de départ. Moniteur de voile, des difficultés dans l'expression, une certaine frustration. En fait, j'étais un élève moyen parce que j'ai jamais compris pourquoi il fallait plus de 10. Et j'ai essayé de me motiver à avoir plus de 10 et en fait, j'ai passé mes études à viser 10. Donc j'ai continué. Donc j'étais en voie générale, j'ai fait maths parce que c'était l'informatique avec lequel je faisais le moins d'efforts. J'étais pas bon en maths, j'étais moyen de partout, 10 de partout. Ouais. J'étais vraiment le moyen. Mais régulier, du coup. Je tenais ma moyenne. Ok. Et puis en terminale, déjà avant, j'avais pas mal accroché à la philo. En fait, je lisais les bouquins de philo de terminale, je lisais pas mal de petits trucs, donc ça me plaisait bien. Et puis j'ai eu mon bac au rattrapage. Même pas de mention passable, comme d'habitude. À 10. J'ai eu 303 points sur 300, donc j'étais content, j'avais bien visé. Nickel. Non mais c'est bien, c'est mesuré. Oui, en fait, l'effort est mesuré. Donc, voilà, après je suis rentré en maths à la fac de maths. J'ai énormément bossé, j'ai eu beaucoup de mal. Pareil, je m'en suis sorti juste. J'ai fait une école d'ingénieur informatique et mathématiques. Ce qu'on m'avait refusé en fait quand je suis entré à la fac, je voulais faire fac de maths et fac de philo. D'accord. Ah oui, d'accord, le double cursus. Je voulais faire un double cursus, mais j'étais jeune et au recrutement on m'a dit mais monsieur c'est pas possible. Donc comme d'habitude je me suis vengé après. J'ai fait mon cursus maths info, après je suis monté à Paris, continuer le cursus. J'ai eu la chance d'être reçu par dossier dans une formation toute nouvelle, donc il n'y avait pas beaucoup de demandes, donc j'ai pu m'y glisser. Je suis passé avec la moyenne, j'ai eu mon diplôme, et puis je suis rentré comme un bon élève dans le monde des sociétés de services, de développement en informatique, et j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle. Ça a duré combien de temps la voile, le fait d'être moniteur de voile ? J'ai continué en fait pendant mes études. D'accord, oui. Parce que c'était où tu exerçais où en tant que... Ça dépend. Je posais mon CV, je prenais des contrats. J'ai travaillé au Lavandou, à Bormes-les-Mimosas, mais aussi à Breuillet, près de Paris. D'accord, ok. Sur un lac. J'ai fait pas mal d'accompagnement pendant les vacances scolaires, de concours d'entreprise où ils gagnaient une croisière, donc je faisais le skipper. Des petits trucs comme ça, quoi. Et donc, toi, les maths, enfin, tu savais depuis le début que tu voulais faire de l'informatique ? C'est pas que je voulais, c'est qu'en fait, c'était la seule option, c'était l'option qui me demandait le moins d'efforts. C'était là où j'avais des bonnes notes en faisant le moins possible. Et d'ailleurs, j'ai eu mon bac grâce aux options. Donc, j'ai passé mon bac, j'ai passé au rattrapage. Donc, j'avais un bac de maths, j'ai passé philo et maths au rattrapage. C'est ce qui m'a permis d'avoir mon bac. Et ce sont les options qui m'ont permis d'avoir le bac aussi, puisque j'ai eu 18 en informatique, donc 8 points de plus. Alors quand on a 303 points, ça se sent bien. Et musique. Et musique ? Oui, j'ai eu 13, les 3 points pour avoir le bac. D'accord, parce que tu étais musicien aussi à côté depuis jeune ou Oui, je faisais de l'orgue à l'époque, sauf que l'orgue. j'avais pas d'orgue à la maison. Mais à l'église locale ou non j'avais un clavier à la maison et il y avait un orgue électronique à l'école de musique, donc je faisais de l'orgue. J'ai pas eu le choix, c'est mon père qui m'a demandé de faire de l'orgue. Moi je voulais faire du saxo, mais... Ah mais ça, les parents tu leur donnes un instrument de musique et ils te font faire l'autre parce que c'est pour d'abord apprendre le solfège et ensuite tu pourras passer... c'est la même chose, le piano, je voulais faire du violon, j'ai fait du piano. Donc je me suis pas encore vengé sur le saxo, mais... D'accord. Non mais de toute façon là j'ai la chance d'être chez toi et on est entouré d'instruments de musique, donc d'accord. Ok. Et tes parents ils faisaient quoi dans la vie Mon père était inspecteur d'assurance, donc il gagnait globalement bien sa vie. Ok. Ma mère était employée de banque et elle était mère au foyer pendant 7 ans je crois. Ensuite elle était à mi-temps. Donc on a eu la chance d'avoir une mère à la maison pendant notre petite enfance, donc d'être très accompagné par notre mère quand on était gamin. D'accord, t'as des frères et sœurs J'ai un petit frère. Un petit frère, d'accord. Qui a un joli parcours aussi, qui ne ressemble pas du tout au mien. Ah ouais, pas du tout. Mais c'est bien de la diversité, au moins les repas de famille doivent être plein de nouveautés, d'histoires différentes à chaque fois, c'est pas mal.
Du coup, tu montes à Paris pour faire tes études de mathématiques informatiques. Donc, tu fais quoi? Tu fais un bac plus 5. Enfin, à l'époque, c'était peut-être Alors pas... moi, j'étais sur un bac plus 4. Bac plus Ça 4, ok. s'appelait des IUP, c'était mixte, c'était des pseudo-diplômes d'ingénieur où il y avait autant de cours à la fac que, en fait, c'était un cursus fac classique avec en plus des interventions de professionnels et des stages tout au long du cursus. Et tu as fait des stages, enfin, ça t'a intéressé les stages ou Oui, j'ai Ouais. fait mon premier stage dans la presse. Ah, C'était tout le début des sites web, donc j'avais fait des QCM en ligne, donc ça c'est mon tout premier stage à Lyon d'accord. Capitale. T'étais en cours à Paris et t'avais trouvé un stage, t'étais descendu en J'étais province. descendu en province, oui, D'accord. parce que j'étais déjà pas un grand fan de Paris. Ça se voit bien chez moi. Ah bah là, oui, c'est sûr on peut pas être plus éloigné que, que ça de Paris. Donc j'étais déjà pas bien fan, donc je rentrais, je me suis débrouillé pour avoir des stages qui n'étaient pas à Paris. Parce que ta famille est originaire de... Oui. D'accord, Et d'ici, est de originaire Auvergne-Rhône-Alpes, Voilà. de la Et région. puis je suis très attaché à la terre, à mon territoire, je m'y sens bien, donc j'avais déjà envie de revenir faire quelque chose ici, quoi. Donc Lyon-Capitale, où tu fais des Lyon QCM... Capitale, premier, ensuite je suis parti en Afrique du Sud. Comment t'as eu ce... On devait faire un stage à l'étranger et je voyais pas trop l'intérêt d'aller aux États-Unis parce qu'en termes culturels, on est quand même relativement touché par la culture des États-Unis, donc si j'avais une curiosité à ce sujet-là, c'était assez simple. Je voulais pas partir en Allemagne parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec la langue allemande, donc ça me tentait moyen. Donc il restait pas grand-chose et en fait, je me suis dit, l'Afrique du Sud, il parle anglais, ça me permettra de perfectionner mon anglais. Les Anglais, pareil, au niveau culturel, j'avais déjà fait 2-3 voyages, j'avais tenté la nourriture en Angleterre, ça m'avait suffi. Et l'Afrique du Sud, c'est un pays que je connaissais pas, avec une partie de culture africaine, et donc je suis allé sur Internet, à l'époque il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, tu viens chez moi, tu viens en stage dans ma boîte. C'était une web agency en Afrique du Sud, donc... Quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait en Afrique du Sud, je me suis dit, si je continue à regarder, je partirai jamais. Donc, j'ai utilisé une technique que j'aime bien, qui s'appelle le courage de l'ignorant. D'accord, explique-nous tout. Et en fait, je ne me suis pas renseigné, volontairement. Et donc, je suis parti en Afrique du Sud. Alors, ça posait quelques problèmes, parce qu'en termes d'assurance, pour un étudiant, personne ne voulait assurer quelqu'un à partir en Afrique du Sud. Et puis je me suis débrouillé pour mon père étant assureur. C'était juste avant l'arrivée de Mandela. D'accord, ok, avant 94. Donc c'était vraiment la bascule de l'apartheid. D'accord. Donc c'était vraiment un moment charnière super intéressant. J'imagine. C'était très très riche, avec les gens qui stockaient du sucre parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ça nous rappelle des périodes d'accord, assez riches. Et donc j'ai profité de ça. Donc j'ai bien fait progresser mon anglais. Tu m'étonnes. Parce que j'étais pas avec des petits français. Ah oui, t'es parti vraiment avec tes valises et tu trouves ton stage. 4 mois. Tu pars tout seul avec aucune organisation qui t'encadre. Et j'ai ma copine de l'époque qui est venue me rejoindre au bout de 2 mois. Elle est restée 1 mois et je crois qu'elle a passé 1 semaine à pleurer. C'était un petit peu particulier. Quand elle est arrivée à l'aéroport, ils avaient mis la radio, ils expliquaient juste quand on revenait de l'aéroport, elle venait d'arriver, qu'il y avait quelqu'un qui avait balancé une grenade dans un minibus. Et c'était une pratique assez courante en fait. C'est pour ça qu'ils ferment les fenêtres, pour éviter que les gens jettent des grenades dans les voitures. Donc voilà, elle est rentrée là-dedans et c'était... Alors moi j'étais depuis 1 mois. Ah oui, tu te le prends dans la gueule quoi, t'arrives et tout de suite tu es dans le vif du sujet. Donc ce type de décalage environnemental, j'ai commencé à connaître ça et à trouver l'apport de ce décalage environnemental en termes de créativité, de questions à se poser, de regards différents sur les choses. Et donc je suis revenu d'Afrique du Sud en me disant c'était plutôt pas mal, ça ouvre l'esprit, on se prend 2-3 claques et voilà, j'étais content de mon voyage. Je suis revenu avec des choses à manger. Et ensuite, tu as enchaîné, donc après ce stage, il te restait combien de temps d'études ? Il me restait encore 1 an et j'ai fini un stage à Grenoble, chez Ardis. Chez Ardis, qui est une boîte qui existe toujours, qui tourne bien, qui fait un ERP, qui avait un outil de génération de code. Et donc j'ai travaillé sur un prototype de génération de code. Alors, est-ce que tu peux définir ce que c'est exactement ? Alors, c'est un outil qui permettait et qui doit toujours permettre à un non-codeur de faire des petits carrés et des flèches pour décrire ses processus et autres. Et derrière, ça va générer du code de développeur. Bien écrit en langage compréhensible par la machine.
c'est ça? Voilà, c'est très technique, et donc ça m'attirait. Donc je suis allé jeter un coup d'œil, c'était un beau défi. Et voilà, je suis allé jouer mon défi. Et donc, tu as validé ton stage et tu as fini tes Ouais. études. J'ai fini mes études. Et à ce moment-là, Alors, à ce qu'est-ce moment-là, qu'on fait? c'était ça. Qu'est-ce que je Qu'est-ce qu'on fais? fait? Et pour moi, c'était vraiment une bascule. C'est-à-dire, vu que j'avais pas eu de résonance sur la manière dont je voyais le monde, Mhm. je me suis dit, ben, je vais tenter de jouer le monde à la manière dont on me le présente. Donc, j'ai commencé par me couper les cheveux. Ah oui, j'ai vu des photos de ton époque moniteur de voile. C'est vraiment le surfeur californien, en plus tout blond. J'étais... Où est partie cette blondaire? Donc, tu t'es coupé les cheveux, ok. Ouais, donc ça, oui, voilà. J'ai commencé par beaucoup penser à Samson. Rentrer dans le moule, il y a un côté un peu on rentre dans le moule, on va ouais. essayer. On va essayer, ouais. Toujours cette notion de doute. Je pense autrement, mais pas de résonance, pas de retour positif sur ma manière Ouais, de voir le donc monde. faut peut-être changer les choses de ton côté, ouais, voilà. Voilà, donc j'ai essayé de m'adapter à ce qu'on me proposait. Donc je suis rentré en société de service, j'en ai fait quelques-unes. J'ai tourné, je restais 3-4 ans dans les boîtes que je faisais, ce qui est une moyenne très acceptable en société de service. Puis j'ai fait mon petit chemin d'ingénieur de développement, ingénieur de conception. Dans un domaine particulier ou non, dans le développement logiciel. D'accord, pour une industrie particulière ou non, c'était vraiment très global. Donc j'ai fait de l'assurance, de la banque. C'était aussi le côté intéressant de ces métiers-là, c'est de ne pas être catalogué, cantonné dans une vision métier. Donc je suis resté côté technique justement pour avoir droit à cette diversité. C'est-à-dire qu'en montant, j'étais de plus en plus envoyé sur des projets différents pour solutionner des problèmes de performance généralement, ou d'intégrité de données. Donc en fait, je manipulais n'importe quel métier et ça m'allait très bien. Ça me permet de conceptualiser plein de choses, de génériciser, et puis ça me va bien dans mon mode de réflexion, ça allait très bien, quoi. Et puis j'ai appris plein de choses sur plein de métiers. J'ai fait de la régulation de barrage, mais des trucs complètement différents. Et à chaque fois, ça permet de rentrer dans la technique du métier. Et c'est ce que j'ai trouvé super. Ça permet d'éprouver ces modèles, de les remettre en question, et puis de rentrer dans une démarche de remise en question, de doute, de proposition. Et... Donc je suis rentré là-dedans, mais j'ai fait ça 7 ans. Beaucoup ce qu'on appelle au forfait, c'est-à-dire sur engagement de résultats, pas sur engagement de moyens, donc un côté très stressant. Ça demande donc en mode projet, donc avec beaucoup d'humains stressés en petits projets avec 5-15 personnes. Je suis monté dans les niveaux techniques naturellement jusqu'à heurter le plafond de verre des techniciens. Et puis c'est là où ça commence à être particulièrement dur. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau dans ce type d'entreprise où le technique devient un frein et on nous demande de quitter le technique pour entrer dans un monde du management. Et on m'a fait comprendre que déjà il fallait que j'apprenne aux gens de ne pas créer, mais de produire. D'accord. Et ça, conceptuellement, ça m'a créé un gros problème. Donc j'ai commencé à souffrir vraiment. Suivre des fichiers Excel, ne pas penser, dire n'importe quoi au client, enfin des choses sur lesquelles j'en arrivais à considérer que j'étais payé pour ça. Mon boulot, c'était de mentir, enrober, pipoter. Ouais. Donc à partir d'un moment, c'était plus possible. Il y a un petit mal-être qui s'installe, voilà. Un petit mal-être qui s'installe, qui devient lourd. Et puis à ce moment-là, c'est là où ça a commencé à piquer. Ça faisait plusieurs années qu'on bossait en fait sur d'autres projets parallèles avec un copain d'enfance qui s'appelle Antoine Bonamour, qui est aujourd'hui notre directeur technique, qui lui faisait sa vie de son côté aussi. Puis au fur et à mesure des rachats, sa vision technique, l'apport technique en termes d'innovation était de moins en moins présent. Sa société rachetée par un fonds de pension, plus de place à l'innovation des techniciens, donc pareil. Et puis un jour, on était en vacances en camping ensemble avec quelques copains. Et puis fin de soirée, 2-3 verres de gnôle. Ah carrément. Ah oui, on s'est dit il faut qu'on fasse un truc, quoi. Ouais. Il faut inventer notre vie, il faut inventer notre... Et là, ce qui est rigolo, c'est que ça me rappelait... parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres choses. On n'a pas attaqué tout de suite. Typiquement, après cette phase-là de 7 ans, j'ai tout arrêté. C'est là où j'ai eu ma première vengeance. Vengeance, pas négative du terme, une revanche vis-à-vis de moi-même, de ce qu'on m'avait proposé. J'avais fait 7 ans de forfait, j'étais épuisé.
Et donc j'ai tout arrêté et j'ai repris ce qu'on m'avait interdit quand j'étais jeune. Je me suis mis à fond dans le sport, j'ai fait beaucoup d'escalade, je me suis mis à la danse. À la danse? Ouais. La danse classique Danse contemporaine. Danse contemporaine, d'accord. Parce que pareil, quand j'étais petit, j'étais passionné par la danse, j'avais déjà été identifié et ça n'a pas pu se faire Parce que tu avais commencé à faire de la danse étant petit. Ouais, Tes parents t'avaient inscrit à la danse J'avais été détecté, alors pas en danse, en expression corporelle sur d'autres sujets. J'avais été déjà repéré en escalade comme ayant une façon de grimper qui ressemblait à un danseur. Et donc j'ai tout arrêté, je me suis mis au chômage. J'ai réussi à être au chômage. Ouais. On s'est arrangé et puis ça m'a permis de faire ce que je voulais pendant 2 ans. Alors j'ai fait de la danse et de la philo. C'est-à-dire que là j'ai repris mes études de philo. La philo revient, d'accord. La philo est revenue à ce moment-là où je me suis dit, bah là ça me gonfle, hein. J'ai fait le tour là, j'ai fait société de service, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Voilà, j'ai été un bon petit soldat, on va dire. J'ai joué le jeu, ça me va pas, j'ouvre. Okay. Je prends le temps de voir mes possibilités. Voilà, ce que j'ai envie de faire. Donc la danse, je me suis éclaté, j'ai monté une compagnie de danse. On a fait un spectacle, une 15aine de personnes, on a fait un chouette truc, on s'est bien amusé. Et puis à côté, je faisais philo. Donc je suis rentré, là j'ai fait un double cursus en philo, parce que là j'étais un peu plus, j'ai pu m'imposer avec l'âge. Bah, c'est toi qui as choisi ce que tu voulais faire. C'est moi qui ai choisi, on m'a refusé 2-3 trucs, mais c'était pas grave. Hein. Donc je suivais les cours de première année et les cours de master. En même temps? Je choisissais en fait en fonction des horaires et de mon humeur du matin. Parce que... Descartes, ça m'emmerde, je vais plutôt aller voir Kant. Ou l'inverse. Donc être chômeur étudiant, c'est un confort. Oui, c'est pas mal. Oui. Ma femme, parce que je me suis marié assez tôt, venait de me quitter. Enfin, tout faisait pour que... Tout me poussait à remettre en question, reposer. Donc c'était une période où je me suis éclaté. Hein. Faire le lien entre les maths que j'avais fait, la philo et mes expériences de modélisation et mes expériences en société de service, ça a été très très riche. Et puis, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai eu quelques réussites scolaires pour une fois. Ça marchait beaucoup mieux en master qu'en licence. D'accord. On nous demandait de la créativité et de prendre des risques. Plus de réflexion, plus d'écrit. Ok. Je n'arrivais plus à être à 10. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ma vie. Et puis à un moment donné, il faut quand même bien que je revienne. Donc je suis revenu en société de service pour refaire un petit peu de pépette. Pour me remettre sur un cycle un peu plus naturel à mon âge et dans mon contexte, que j'étais quand même avec des petits jeunes. J'ai refait ça pendant 3-4 ans de mémoire. Et ta compagnie de danse, tu continues à côté ou... Je continue à côté, ça a continué jusqu'à Aleph en fait. D'accord, donc à Aleph vous avez créé en 2012 ? Ouais. Donc tu as eu ta compagnie de danse jusqu'en 2012. Aleph a remplacé pas mal de mes activités annexes. D'accord, a pris tout ton temps. Oui, c'est... Bon, on y reviendra après. Donc, entre-temps, on a eu des enfants aussi, donc ça occupe bien. Ça occupe... Mais voilà, j'avais fait tout ça pour voir que j'allais construire. Et il y a un moment assez mignon, je trouve. C'est le premier sujet de dissert qu'on a eu en philo, en première année de philo. C'était en TD, donc c'était pas un truc à rendre. C'est faut-il changer le monde ou se changer soi-même ? Et ce petit truc, alors c'est tout bête, hein, c'est pas une grande phrase de philo. C'est en résonance. Mais là, quand je réfléchissais à ce moment qu'on est en train de vivre, j'étais en train de me dire, tiens, en fait, c'est un élément assez intéressant parce qu'effectivement, pour moi, Aleph, après toutes ces expériences et ces tentatives, c'était caler un petit peu ce que j'allais faire de ma vie, quitte à repartir, hein, puisque une séparation, ça reste un effondrement. Repartir sur quelque chose qui était cohérent, qui faisait sens. Et l'idée, c'est de se dire, si le monde tel qu'il est, on ne peut pas le changer. Enfin, j'ai pas la prétention ni les moyens de changer le monde tel qu'il est. Si me changer moi-même, ça me pose un problème, quoi. J'ai pas envie. Il y a peut-être quelque chose qui existe, qui serait de juste changer le monde qui nous entoure. Ce qui peut être vu comme un entre-deux. Ce qui peut être vu comme un entre-deux, mais qui idéologiquement n'est pas déconnant. C'est-à-dire, si chacun change le monde qui est autour de lui, par construction, on change le monde. Donc c'est cette posture-là, en fait. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu, le changer de manière personnelle, ça veut dire créer une association, amener des gens. Mais il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus violent, et on est beaucoup plus libre, c'est créer sa boîte. Créer sa boîte, c'est une petite cité.
je vais dicter des règles, mettre des intentions, recruter des gens qui rentrent dans un système, les choyer, mettre de la bienveillance. Je vais pouvoir faire ma recette. C'est mon monde que je reconstruis. Et donc, c'est une manière, pour moi, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est un acte politique dans ce cadre-là. C'est-à-dire, j'ai voulu créer un monde tel que je l'imaginais, tel que je le ressentais, et tel que pour moi, il était nécessaire pour que le monde aille mieux. Et puis après, on se retrouve face à de l'humain, on a les mêmes... bien sûr. On a une nouvelle complexité Toujours, qui arrive, c'est de passer à une théorie, à de la pratique, et puis remettre en question cette théorie. On travaille beaucoup sur les modèles ouverts. Et donc, c'est très excitant. Et puis on peint son monde. Donc, c'est magique. Donc, t'es revenu 3 ans travailler dans une société de services après tes 2 ans de chômage. Et quel a été le déclic ? Concrètement, comment tu te lances ? Comment vient l'idée d'Aleph ? Qu'est-ce qui se passe ? Suicide professionnel. Très bien. Ok. J'ai provoqué un suicide professionnel pour passer à l'acte. C'est un truc tout bête, mais on le fait psychologiquement. On arrive à se mettre dans des situations où on n'a plus le chois, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais à une époque professionnellement où je proposais beaucoup de choses. Parce qu'il y avait des problèmes, on me posait des questions. Et en fait, systématiquement, en 2 ans, ce que je proposais, on me disait que c'était très bien, mais on faisait toujours appel à un consultant externe qui disait à peu près la même chose, mais un peu différemment. Et qui disait « Ah, c'est super, bon, on va faire ce qu'il dit. » Voilà. Je me suis retrouvé avec des slides que j'avais fait historiquement qui remontaient dans la main de grand chef, que je revoyais apparaître dans des grandes séances. Enfin, voilà. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est bon, on me demande d'innover, mais en fait, ça part ailleurs et j'en profite même pas. Enfin, même opérationnellement, même pas, quoi. Donc j'ai fait, c'est bon. Donc je me suis mis à bosser beaucoup. Beaucoup bossé. Je me suis mis à y croire, jusqu'à me prendre une grosse claque. Et là, je suis allé chez mon médecin et j'étais dans un tel état de fatigue que mon médecin m'a dit, si vous vous arrêtez pas, je vous arrête. Il m'a arrêté 3 mois. Ah oui, quand même. Ouais, non, j'étais bien abîmé. Je me suis reposé, j'ai rien fait pendant 1 mois. Et les 2 mois d'après, j'ai fait des slides. J'ai appelé Antoine, on s'est fait une petite réunion avec Antoine à la maison, là, sans gnôle cette fois. Ouais, histoire d'avoir les idées bien claires. Bien claires, un petit coup de post-it, on s'est mis d'accord, on a monté les slides et au bout de 3 mois, on a fait une soutenance à la CCI du Beaujolais, où il y avait au Beaujolais Business Angel, qui existait à l'époque, qui hélas n'existe plus aujourd'hui en tant que tel. Et on a eu de la chance. Nos slides ont plu. Un investisseur du Beaujolais qui a mis entre 140 et 170 000 euros, j'ai plus les chiffres exacts en tête, quand même. Qui a permis au projet de démarrer. Donc une chance, voilà. Il y a toujours une part de chance. Et de rencontres, de timing. Et s'il n'y avait pas eu cette personne, quel que soit le jugement que je peux avoir de cette personne, elle a eu un apport indéniable au démarrage du projet, c'est clair. Alors quand on lit la presse, parce que je suis une professionnelle, donc j'ai préparé cette interview, on parle beaucoup de Céline Aéry, qui est la cofondatrice de Aleph avec Antoine, dans la création de Aleph Networks. Notamment, on parle de l'année 2008, avec la réforme d'Arcos et ensuite tout ce qui est arrivé avec le printemps arabe. Tu peux nous en parler, enfin voir comment tout ça s'est imbriqué dans cette réflexion, parce que, alors, pour bien préciser, on va dire ce qu'est Aleph Networks et sur quoi vous travaillez, parce que c'est quand même un peu particulier comme entreprise. Donc si tu pouvais nous expliquer comment vous êtes arrivé à créer le moteur de recherche du dark web en partant d'événements politiques concrets, et peut-être de l'idée d'une femme. Je pense que ça serait intéressant pour les auditeurs de bien comprendre. Oui, parce qu'il y a une part de magie. Alors, je dis magie, en fait, c'est de la chance ou un contexte qui fait que ça se passe. Et en fait, effectivement, j'ai rencontré Céline après ma séparation, sinon ça aurait été un autre type de séparation, qui était institutrice en zone violence. ZEP plus zone violence, et on sait et Céline était très active et quelqu'un qui est très engagé. Et puis il s'est passé les printemps arabes et elle m'attrape. Moi j'aime pas trop la foule, tout ce qui lève les mains, j'aime pas trop. Je suis pas trop attiré par le bruit. Et en fait elle m'a attrapé en me disant il se passe un truc. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'on récupère les données des différents acteurs du printemps arabe et consolider tout ça, parce qu'on a besoin de voir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans ces différents pays. Attends que je comprenne bien, elle est institutrice,
mais elle veut récupérer des données sur des événements politiques qui se passent à des milliers de kilomètres. Parce qu'elle était dans une association de défense, elle était dans un parti politique spécialisé. En fait, on avait vu qu'elle était institutrice, elle avait déjà été très réactive à certaines parties de la réforme d'Arcos. Oui. Sur laquelle elle s'était engagée. On avait déjà eu le besoin à cette époque de consolider des informations des différents blogs, des différents acteurs, de ceux qui étaient contre ces réformes-là. Du mouvement qui s'appelait École en danger. École en danger, oui. Et donc on a participé à ce mouvement et j'avais fait la première plateforme de consolidation des différents blogs. D'agrégation de toutes les informations. Tout ça. Voilà, c'est d'accord. Toujours pareil pour organiser, que les actions soient vues de tout le monde et qu'il y ait une cohérence au milieu de tout ça. Ça avait bien marché, on avait réussi à le faire, et donc on a reporté ça sur le printemps arabe, et c'est là où a eu le vrai démarrage. C'est-à-dire qu'avant, École en danger, il n'y avait pas d'idéologie technique. Quand on est passé au printemps arabe, on a vu des choses. C'est-à-dire qu'on a vu, avec l'activité des blogs qu'on régionalisait, enfin on faisait plein de choses de ce type-là, on a vu que le mouvement bougeait. Et on s'est dit qu'un journaliste puisse avoir une vision d'ensemble, pour avoir une analyse d'ensemble de ce qui se passe dans les printemps arabes, ça serait super. Ça a matché avec notre technologie de collecte qu'on avait, et puis voilà, tout ça, on a fini, entre-temps, on était parti prendre des vacances, parce qu'on était très fatigués en Tunisie, au plein printemps arabe, et puis en fait, notre hôtel a été choisi pour réceptionner des réfugiés. Donc, je gardais les gamins et je m'occupais de suivre les réunions de l'ONU à l'hôtel pendant que Céline gérait les gamins la nuit. Et Céline, la journée, elle apportait des denrées à la frontière libyenne. Très bien. Donc, on a passé nos vacances en plein printemps arabe. Vous n'êtes pas parti pour faire des vacances, vous saviez que... Ah non, on était parti se reposer. On est ressorti, on était encore plus épuisés. Ah bah tu m'étonnes. D'accord, ok. Donc voilà, Céline partie avec ses petits baluchons à la frontière libyenne. À chaque fois, tout nous a poussé à avancer. Il se passe des situations comme ça, on vit ça, on dit mais il y a un truc à faire. Et toutes ces données, elles étaient à disposition de... Oui, on avait de n'importe des journalistes qui en fait savaient que cet outil existait, ils pouvaient vous dire est-ce que je pourrais avoir, donc journalistes, ONG. À l'époque, il y avait surtout Reporters sans frontières avec qui on essayait de bosser. Donc, il y avait une personne de Reporters sans frontières qui consultait ce blog-là. Mais on n'avait aucune velléité de se faire connaître en fait. C'était juste le faire, d'accord. Voir ce que ça donne. Le but c'était pas de le montrer ou que ça soit utile à quelqu'un, c'est de se dire tiens, c'est marrant. Ça montre un panel on n'était pas entrepreneur du monde à l'instant T de ce qui se passe sur un sujet en particulier. C'est ça. Moi, ça m'amusait techniquement qu'un élément technique puisse faire émerger une information. Ouais. Alors qu'elle existe de manière parcellaire. Mais en mettant tout ensemble, on voit autre chose. C'était ce concept-là de collecte et d'organisation de l'information qui fait apparaître des choses qui m'excitait. Et on commence à voir Aleph, puisqu'on est parti de ce typologie de technologie de collecte de données et d'analyse de données qui aujourd'hui répond à des besoins autres, mais c'est la même typologie de technologie. On a continué sur cette technologie de collecte. Et donc après le printemps arabe, c'est là où on se retrouve avec Antoine devant la CCI du Beaujolais. Exactement. Et l'investisseur qui dit ok, je vous donne 160 000 euros. Alors, et, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on a fait un petit POC avant. On s'est dit que montrer que ça à des investisseurs, ça serait difficile de le valoriser. Donc parce que c'est très symbolique. Enfin, je veux dire, le printemps arabe, c'est pas du tout. Et puis un côté politique. C'est ça. On voit pas très bien comment une entreprise lambda pourrait utiliser. Voilà. Enfin, de prime abord, on ne le voit pas. Après, quand on connaît comment ça fonctionne, et tu l'expliqueras tout à l'heure, mais c'est vrai que de prime abord, c'est quelque chose qui va servir aux ONG pour la cause et pour savoir ce qui se passe à un instant donné. Mais c'est vrai que concrètement... Il n'y a pas de grosse innovation. Enfin voilà, c'était un premier truc excitant, mais il n'y avait pas de défi technologique en fait. C'était une manière d'organiser les choses, mais on utilisait des briques connues qui n'étaient pas très sexy en fait. Mais ça nous a fait dire quand même qu'il y avait des choses à faire. Et donc là, on a appelé Antoine. On a appelé Antoine. Regarde ce que j'ai fait, c'est mignon. On avait un peu d'argent, donc on a loué des serveurs. On s'est dit de toute façon, si on a envie de jouer, il faut qu'on
je loue des serveurs et qu'on commence à jouer. Mais tu avais une idée précise de ce que tu voulais? Ou La c'est co- venu au fur et à mesure où tu t'es dit, alors, On voulait collecter de la donnée en masse collecter de la donnée. Ok. pour pouvoir faire de l'analyse. Parce que le problème, D'accord. c'est qu'on avait des idées d'analyse, mais sans données. Et pour nous, le préalable à l'analyse, ça a toujours été la data. Donc on a déjà commencé à travailler la collecte. Collecter le plus vite possible un ensemble d'informations très très large, avec D'accord. le coût le plus bas parce qu'on n'avait pas de moyens. Et donc ça, c'est le cœur vraiment de notre techno, c'est le moins cher possible, le plus possible en collecte. Et on a fait un bench. Et on s'est amusé à collecter les données de Facebook sans passer par les API de Facebook. C'est-à-dire de Les manière... API? Alors les API, c'est la manière officielle d'utiliser les données de Facebook. C'est-à-dire que je D'accord. me déclare à Facebook, il me donne un accès. Je le paye ou pas. Si je le paye pas, j'ai peu de volume, mais Ouais. je le paye et là, j'ai droit de collecter les données de Facebook. Nous, on a fait une autre approche, c'est qu'on s'est dit, les données de Facebook, elles sont affichées sur un navigateur web. J'ai pas besoin de me connecter. Elles sont donc mises à disposition du public. Et donc, on s'est dit, on va essayer de notre technologie, on va essayer de lui faire collecter des données Facebook. On a essayé pour voir. Et en se disant, on va tester une règle. Une règle, c'est ce qu'on appelle les 16 Earth Degrees. C'est le nombre de sauts qu'il faut aller avec les amis dans un réseau Oui, social numérique d'accord, pour oui. atteindre l'autre. Ok, Et on voulait vérifier ça et on avait en tête, on va essayer de calculer en combien de sauts j'atteins Carla Bruni. Ok, Carla Je sais Bruni, pas pourquoi. d'accord. On parlait de soi, on disait, on va collecter un maximum de données autour de nous Pour voir. et on va vérifier si on y arrive bien en 6 sauts. Et en fait, en 2 mois, on a collecté 30 millions de profils Facebook. Comme ça, ouvert. Sans effort de pénétration, juste en exploitant ce qui mettait à disposition pour faire de l'argent. C'est-à-dire les données qu'ils utilisaient à des fins publicitaires. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tout. On avait la photo de la personne, Oui, quand même, c'est pas mal. son nom, prénom et 10 de ses amis de manière cyclique. Donc on a commencé à tirer des graphes sur 30 millions Ouais, et, ouais. et faire des algorithmes qui disent entre un tel et un tel, c'est quoi le chemin le plus court. Et donc on a réussi à le faire en 8 sauts. Et là on s'est dit, maintenant on va peut-être pouvoir trouver un business. On est des techniciens, on a déjà pensé technique avant de penser business. Ok. Et donc on a refait une réunion et on s'est dit, comment on peut le valoriser sur un marché. Et puis c'est là où on s'est posé une question éthique, c'est-à-dire que les 8 sauts pour aller de moi à Carla Bruni, ça passait par des enfants. Ah. Ouais. Ah. Donc Ouais. on s'est dit, c'est pas la bonne source. Non. Donc on a enterré les données et on s'est attaqué à là où il y avait le moins de risque d'avoir des données personnelles non souhaitées et surtout pas d'enfants, on s'est attaqué aux réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, Viadeo, et on s'est dit, on a commencé à collecter les données LinkedIn de cette manière, en allant un peu plus loin, en structurant les données, en faisant de la fusion de données, en faisant des trucs un petit peu sexy, maintenant qu'on avait de la matière. On a récolté, je ne donne pas à quelle date, mais 90 millions de profils des réseaux sociaux pro, fusionnés et structurés. Là, on allait beaucoup plus loin que Facebook, et on s'est dit, on va faire un outil pour les recruteurs. On n'était pas très stratège. Alors techniquement, c'était sexy parce qu'on répondait à la problématique d'avoir un moteur de recherche unique sur une vingtaine de sources, donc avec des facilités de scoring, avec une cohérence, avec une uniformité des CV selon les différentes sources, puisqu'on les reformatait. Donc un chouette outil. Et on n'a pas trouvé le marché. Pendant 1 an et demi, lancer un outil de recrutement en pleine période de crise, c'était peut-être pas la meilleure option, mais on était là pour se casser la figure aussi. Et Aleph existait, c'était déjà sous le nom d'Aleph. Oui. D'accord, ok. C'est un outil qui s'appelait GM Recruitment. GM Recruitment. Tu pourras retrouver des traces. GM comme Grey Matter. Exactement. Alors pourquoi Grey Matter? Est-ce que ça... Parce il y a une approche là-dedans. D'accord. C'est-à-dire que en termes logiques, on a un fonctionnement qui, on va dire, est non aristotélicien. C'est-à-dire qu'on considère tout le temps que les choses ne sont ni noires ni blanches, mais elles sont grises. Donc on introduit énormément de nuances dans la donnée, et c'est pour ça qu'en termes d'analyse, on va la représenter différemment, la moduler différemment pour faire ressortir les nuances qui sont cachées dans la masse. Donc ça, c'est une véritable approche logique sur la manière dont on travaille, dont on fait le management, dont on construit notre stratégie. On est toujours sur cette démarche-là, de s'écarter de cette tendance à créer de clans. Rien à voir avec Breaking Bad alors? Non. C'est une entreprise qui a reçu un prix Nobel dans la série. Donc, c'est une démarche assez commune, D'accord, oui. mais on l'a appliquée à la donnée. On cherche à savoir si c'est plus ou moins vrai.
Et au niveau technique, créer une entreprise, Mm. en quelques mots, comment ça se passe? Bah, après, il y a les CCI qui aident à faire Mm. ça, mais comment, enfin, la structure, la forme juridique, est-ce que c'est des choses... Toi, est-ce que tu étais familier avec ça ou tu as Ah. dû t'entourer à qui t'as fait appel pour comment on fait juridiquement pour que ça existe? Ah bah, la CCI a été une aide précieuse. C'est Ouais, clair que je sors pas d'école de commerce, hein. C'est pas mon monde. C'est un ouais, monde que je cherchais plutôt à fuir, hein, étant donné les expériences ouais, que j'avais eues. Mais quand j'ai compris que c'était la seule solution, au final, pour créer un environnement dans lequel j'étais bien, bah, je suis allé voir la CCI ouais. Du Beaujolais, donc du toujours, ouais. Beaujolais et on a été accompagné par Mélina Carano D'accord, Mélina, d'accord. c'est Mélina qui nous a D'accord. accompagnés, Mélina qui maintenant fait partie qui fait partie de la d'Aleph, ouais. structure, qu'on a recruté bien plus tard. Et donc elle nous a accompagnés sur le démarrage, et c'est vraiment la CCI qui nous a mis le pied à l'étrier. Ensuite, c'est notre investisseur qui nous a aidés à avoir un regard d'entrepreneur habitué, hein, pour les Oui, premiers pas, enfin pour toute la construction et la stabilisation de la structure et des équipes. Et puis après, on a eu besoin d'air, quoi. d'accord. Ensuite, il fallait qu'on déploie nos ailes, qu'on assume nos ailes et puis après, on a été accompagné tout du long. On n'a jamais été seul, hein. Enfin, si, on a eu des traversées du désert Ouais. qui étaient assez dures. On a failli mourir 4 fois administrativement. C'est pour ça qu'il n'y a que de la chance, hein. Ce sont des créations de contexte et des trucs qui tombent du ciel. Ok. On a eu un donateur, on n'avait plus rien sur les caisses, on était à quelques jours de fermer, et puis quelqu'un nous a appelé un week-end en disant je veux vous aider. Tu sais qui c'est? Tu Pardon. sais qui c'est? Ouais, mais je peux pas le citer. Oui, Mais non, mais j'imagine bien, mais tu sais qui c'est, ouais. il a mis 100 000 euros sur la table, qui nous a sauvés. Et on a pu repartir, quitter le monde du recrutement et se dire bah maintenant, il faut qu'on change d'axe, les filles, hein, c'est fini. C'est parti. On abandonne, on prend un autre axe. Et on était partenaire avec une société de services de la région avec laquelle on s'entend très bien, qui est Sword. Sword, ok. Et il y avait Jean-Louis Villa, le directeur technique avec qui on sentait bien. On a envie de bosser ensemble parce qu'il voyait notre approche de la collecte. Et on a eu une opportunité, on a eu un POC D'accord. demandé par une grande banque pour étudier ce qui se passait dans le dark web. C'est eux qui vous ont introduit Enfin, au dark web ou... On a proposé, parce qu'en fait c'était déjà des technos qui m'intéressaient, Ouais. mais vraiment sur le côté technique. Mhm. Et donc on était persuadé qu'il y avait besoin d'un moteur de recherche sur le dark web, puisqu'il n'y en avait pas. Et D'accord, que ouais. le premier principe qu'on avait, c'est on ne peut pas présumer sans voir. Et ça nous posait vraiment un problème idéologique que les États se fient sur du vide pour estimer ce qui se passe, quoi. Donc on s'est dit, on a un truc à faire, on a une techno qui nous permet de collecter de la donnée, Mhm. donc on peut faire un moteur de recherche, Sur le dark web. et on a un client qui nous paye un POC de 30 000, de 30 000 euros pour démarrer. 30 ou 20 000. Alors c'était Ouais. pas grand chose à l'époque, Oui, mais pour mais, nous c'était énorme. Oui. On était deux, hein, dans la boîte. Donc on est parti là-dessus, on a réécrit la techno complètement, avec des principes, avec les mêmes principes, hein, et ils n'ont pas renouvelé. On repart à zéro. Et puis les attentats. Donc là, on est en 2015 du coup. 2015. Ouais. Les attentats, ça résonne et on a été appelé par le ministère de la Défense et par le ministère de l'Intérieur pour montrer nos outils. Comment ils ont entendu parler de vous? C'est vrai que les startups telles que les nôtres ont rarement les faveurs de la Ouais. presse et qu'on suppute que c'est lié au fait qu'on était identifié à l'époque par quelque chose qui est l'ancêtre de l'AID, Ok, l'agence innovation de défense, ouais. l'agence innovation de défense, qui à l'époque, les prémices s'appelaient le DGA Lab. Et donc le DGA Lab nous avait détecté et on avait présenté au DGA Lab au MINERM, qui était le D'accord. MINDEF à l'époque. Ouais. Et on a eu énormément de chance, comme d'habitude. On a été repéré par le DGA directement, donc c'est efficace. Oui. Donc ça a résonné, donc ils nous avaient vus. Enfin, Ouais. au moins, on avait la certitude d'être vus. Et on a été appelé par un service de renseignement du ministère de la Défense. Donc c'est notre premier client, qui est toujours Ok. client. On les remercie 1000 fois. Je ne peux pas les citer, mais Oui, bien sûr, c'est mais, pas pour ça que je les adore pas. Ils font un super boulot. Et puis le ministère de l'Intérieur, par la gendarmerie, je le dis parce que c'est su maintenant, il y a eu des appels d'offres, il y a eu des articles de presse, donc je peux le dire maintenant, même si j'aime pas bien citer nos clients, avec qui on travaille avec plaisir, parce que il y a du boulot sur ce milieu-là, et ça nous rassure qu'il y ait des agents d'État qui travaillent sur cette matière-là, Et parce donc, qu'il y a un vrai besoin.
Et donc, quels sont les sujets que tu es appelé à traiter, que vous êtes tous appelés à traiter Alors, côté ministère de la Défense et du Oui, renseignement, donc oui, c'est voilà. du renseignement au C'est du sens large. renseignement, voilà. Côté ministère de l'Intérieur, on a un gros sujet sur la pédophilie. Donc il se trouve que je travaille sur ce sujet depuis bientôt 20 ans, parce que ça fait aussi de mes jouets du soir de faire de la lutte anti-pédophile. C'est comme ça que j'ai fait mes armes de hacker. Quitte à attaquer des sites et pas être emmerdé, on n'attaque un site de pédophile. D'accord, donc quand tu étais encore étudiant, on va dire, donc dans 20 ans, parce que j'ai réussi à trouver ta date de naissance, c'est le peu d'informations qu'on trouve sur toi sur Internet. Donc t'es certain que ce soit la bonne? Je sais pas, mais je me dis, bon allez, j'ai quand même trouvé quelque chose sur toi. Mais donc c'est-à-dire que déjà très jeune, tu t'étais sur le dark pour traquer du pédophile sur le réseau Freenet auquel j'ai participé. Freenet, c'est un réseau pareil de protection de l'anonymat qui est utilisé par des activistes pour se protéger des différents États. Qui sont restrictifs. C'est pour ça qu'on formait en fait des hackers kurdes, des hackers tunisiens à utiliser ce type d'outils pour se protéger des États. C'est pour ça que je connaissais très bien ces technologies-là et que je voyais apparaître la pédophilie j'étais pas le seul, on était plusieurs. Sûr, ce sont des équipes qui luttent contre ça et qu'on avait bien besoin de l'aide de l'État pour la lutte parce que là, ça passait plus quoi, ça partait en vrille. Et là, on a encore du boulot. Mais et au toi, moins, sur ton temps libre, du coup, c'était... Oui, c'est là où je me formais, en fait. Autant dans ce sens-là, autant que on travaillait avec certains groupes de hackers un peu plus connus, que je ne cite pas parce que j'ai plus d'affinité avec eux, parce que ça a dérivé. Ouais. Mais on travaillait avec certains groupes de hackers sur la Tunisie pour les former, les informer et les protéger. Donc dans l'histoire, il y a eu Télécomics, il y a eu toute une série, il y avait le FBI qui était là, et puis on s'attaquait aux infrastructures d'État syriennes. Ok. Là, pareil, on risque pas grand-chose à attaquer un serveur d'État syrien en pleine guerre. Ouais. Si, on a été calmé par le FBI qui nous a demandé à un moment donné... Non, c'est pas le FBI. Je sais plus quel organisme d'État, parce que je maîtrise pas bien les organismes. Ouais. Mais bon, il y a quelqu'un qui nous a dit, bon allez les mecs, vous arrêtez. Celui-là, vous le laissez tranquille pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Oh bah. Donc prendre un petit caf. On en profitait pour jouer, pour se former, pour comprendre le fonctionnement et pour utiliser les technologies qu'on développait pour protéger les lanceurs d'alerte et tout ça. Et effectivement, ces technologies étaient aussi utilisées par des pédophiles pour se protéger et aujourd'hui par des vendeurs d'armes, par des gens qui font des vendeurs d'armes, vendeurs de drogue dure. Les trafics d'organes aussi ? On n'en a pas vu. Alors voilà, on essaie de faire tomber des mythes aussi. Maintenant qu'on a un moteur de recherche, on essaie de faire tomber des mythes qui tombent dans la presse, typiquement la vente d'esclaves. Malgré de nombreuses recherches, parce qu'on a vraiment beaucoup de travail à la maison, j'ai pas réussi à trouver d'esclaves disponibles sur le dark web. Vente d'organes, on n'a pas trouvé. Par contre, il y a de la vente de cornes de rhinocéros, c'est-à-dire qu'il y a des atteintes à l'environnement graves. Okay. Donc là, on travaille avec une ONG qui vient d'être créée sur de la protection de l'environnement, qui utilise notre outil pour identifier du trafic, de vente d'animaux. Ok, vivants et morts ou des parties de leur résidus, corps. Voilà. D'accord. Et alors eux font la recherche parce que nous notre travail c'est pas de chercher. Oui, c'est de fournir le matériel. Alors on en fait un petit peu parce que ça nous permet d'identifier les zones. Mais là ça marche très très bien. Ils sont en lien avec Interpol, donc ça y est, on a un projet qui démarre bien et on va pouvoir avancer sur ce sujet. Sur le secteur de la pédophilie, c'est beaucoup la gendarmerie qui travaille sur ce sujet et je sais même pas comment les remercier. Il n'y a pas de mots. Parce que c'est compliqué de travailler sur le sujet. Même pour eux. Pour les équipes toute la journée. Pour les équipes, politiquement, c'est compliqué. C'est pas un sujet à la mode. Juridiquement, c'est compliqué. Donc on y va. On y va. On se réveille le matin, on est content. Et puis il y a d'autres secteurs où aujourd'hui le secteur en plein boom sur le dark web qui nous fait travailler aujourd'hui avec le monde civil. C'est pas la pédophilie, sinon ça serait inquiétant. Quoique. Il devrait y avoir des surveillances, des accès à certains sites qu'on identifie, pas forcément filtrés dans les grands groupes. Donc on pourrait avoir ce type de service, mais il n'y a pas de marché parce qu'il faut une législation, c'est compliqué. Ouais. Mais par contre, on a tout ce qui est vol de données. Oui, d'accord. Alors là, il y a du boulot.
Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et aujourd'hui, ce qui se développe dans le monde civil, là où on se développe, c'est vraiment la détection de leaks et la mise en danger de la personne, la fuite d'informations personnelles, qu'elles soient cyber ou pas. On a aujourd'hui des informations qui sortent sur de l'activisme violent. Ok. Je parle bien d'activisme violent. Hein. On ne travaille sur ces sujets que quand il y a une mise en danger de la personne. Ok. On refuse de traquer quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas de l'humain qui est en jeu. C'est un choix éthique Oui, bien sûr. chez nous. Et il y a effectivement des gens qui lâchent des informations personnelles, que ce soit sur des policiers ou sur des journalistes ou sur des PDG de grands groupes, puisque la guerre économique telle qu'on la voit en France, c'est pas vraiment la réalité. Aujourd'hui, les démarches d'intelligence économique offensive sont très présentes. C'est-à-dire que le vol d'informations de Français et de patrons français, c'est une belle mode. Et ça marche très très bien, parce qu'on n'a pas cette culture en France de protection des données privées. Quand tu parles de la cybersécurité... On voit le système d'information. On ne voit pas le gamin avec le téléphone du patron qui installe une application chinoise ou un Facebook qui récupère toutes les données. Et en fait, c'est juste quelqu'un d'essentiel pour un grand compte ou pour une PME stratégique. Stratégique, oui. Et là, étonnamment, quand on travaille avec nos copains de la cyber comme Serenicity, on identifie des flux sortants vers la Chine, alors que j'ai rien qui le justifie dans mon SI. Et j'ai jamais été hacké, hein. Je suis au courant de rien. Donc là, on est en train de découvrir qu'effectivement, il y a énormément d'agressions et de fuites de données et de présence de traces dans le dark web. Alors pas que, c'est pour ça qu'on ne fait pas que le dark web, on fait aussi le deep web. Mais on a... Est-ce que tu peux faire la différence entre le dark et le deep ? Oui. Alors, structurellement, le dark web, c'est une technologie particulière par rapport au web que vous connaissez. Vous avez un serveur web et votre navigateur. Donc, vous avez en gros 2 adresses IP qui communiquent. Okay. Donc, qui fait quand on est 2, on a ce qu'on appelle un fil d'Ariane, c'est-à-dire que je connais l'adresse IP de mon interlocuteur et mon interlocuteur connaît mon adresse IP. Ouais. Donc, l'idée du dark web, c'est de créer des technologies qui vont casser ce fil d'Ariane et qui vont mettre automatiquement des sites intermédiaires avec du cryptage intermédiaire entre les différents points. Ce qui fait que je n'ai connaissance que de l'adresse IP suivante, mais pas des intermédiaires. Okay. Donc tout bêtement, ça cache la personne. Donc ce sont des types de technologies, il y en a 3-4 connus, après il y en a une vingtaine qui sont plus ou moins exotiques, mais les principales c'est Tor, oui. Vous avez des sites qui finissent par .oignon, vous avez I2P, des sites qui finissent par I2P, B32.I2P même maintenant, et il y a Freenet, qui est encore un autre réseau. Mais n'importe qui peut y aller. Oui, c'est public. D'accord, ok. Et c'est pas interdit, il faut casser. Être anonyme n'est pas... utiliser des technologies d'anonymisation... Il y a un député qui a fait l'exemple avec un VPN à l'Assemblée, c'est pas interdit du tout. Ce qui fait que l'État devrait peut-être se poser la question de sa compétence, de monter en compétence des technologies sur Internet. Parce qu'il y a quelques trains de retard, c'est pas le seul. Il y a des problèmes sur la notion de stockage de données, de cache et autres qui n'ont pas du tout été vus par la justice. C'est très mal maîtrisé encore. Alors ça progresse, mais il y a beaucoup de boulot. Ce qui fait qu'on va pouvoir exploiter d'autres traces qui sont laissées par ces failles-là et que nous on va consolider pour essayer de reconstruire un trajet hypothétique d'une personne ou d'un acteur qu'on souhaite suivre parce qu'il est en train de courir après des petits-enfants ou de les séquestrer. Et dans le monde public, c'est d'avertir au plus tôt les structures qu'on a trouvé des informations et qu'il y a une action qui est prévue à Toulouse devant tel truc, à telle date. Par tel petit groupe qui a prévu. Par le petit groupe qui a prévu d'attraper un DRH dans un coin ou autre chose. Ou de squatter devant sa demeure de vacances pour lui faire peur. Ça, on a eu le cas de découvrir des discussions dans des forums ouverts. Ce ne sont même pas des forums fermés parce qu'ils sont anonymes, donc pourquoi le fermer ? Où ils décrivent le lieu de vacances d'un DG, même pas d'un grand groupe, d'une PME stratégique, en expliquant comment est protégée la maison. Puis ça, on trouve ça sur un forum, c'est lâché. Alors on n'a pas la suite de ce qui se passe. Oui, c'est quand même assez important pour se dire que ça peut être... Ce qui nous permet de dire à notre client, nous... On fera attention. Voilà. Faites gaffe, et ça ne veut pas dire qu'il y a un risque, machin, mais il y a quand même une information qui sort, donc il y a ce qu'on appelle un signal faible. S'il est corrélé à d'autres, on n'est pas la seule source de données qui surveille, il y a les réseaux sociaux, il y a l'humain. Et là, on retrouve la démarche de renseignement avec le multi-int. Nous ne sommes qu'un capteur au milieu d'autres, mais si sur les différents capteurs, j'ai un signal faible qui apparaît, on va s'en occuper plus sérieusement. Et on a eu le cas, typiquement, alors on n'a jamais toute l'histoire, mais on a eu le cas lors d'un événement sportif européen.
On a détecté l'apparition d'une nouvelle crypto-monnaie qui était liée à Daesh. Voilà, on a trouvé un article avec véritablement une crypto-monnaie, une insertion de 50 000 euros dans cette crypto-monnaie, D'accord. et un autre forum où il y avait un appel à mettre de l'argent sur cette crypto-monnaie pour le djihad. Ah oui. Et c'était juste avant cet événement. Là, et en fait, c'était corrélé avec d'autres éléments qui venaient d'un autre service de renseignement interne en France. Il y a eu une action. En fait, il n'y a pas eu d'action parce qu'il y a eu une action préalable. Ouais. Donc, on imagine qu'on a participé à ça. Donc, à chaque fois, ce sont des petites choses. Des toutes petites choses que tu trouves, mais mis bout à bout, tu te dis... Mis bout à bout, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc, voilà, notre métier, c'est trouver ces petites choses, ces petites traces qui, corrélées à d'autres, vont avoir du sens. Et souvent, ces petites traces, elles sont cachées au milieu d'une botte de paille. On ne va pouvoir voir cette petite trace qu'en changeant le regard sur la botte de paille. Et c'est là où on travaille. Nos algorithmes, ce ne sont qu'une représentation différente de la botte de paille. On va l'éclater, on va tourner autour, on va faire la roue, on va y mettre le feu. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est le plus efficace. On met le feu à la botte. Donc c'est ce type d'approche. C'est ne pas s'interdire de mettre le feu à la botte de paille. Parce que si ça se trouve, il n'y a aucun problème à mettre le feu. Je ne suis pas dans la grange. Ouais. Donc voilà, on travaille sur des approches de vraiment se forcer à changer le regard. Donc il y a des méthodologies, et là on peut parler d'innovation. L'innovation, c'est pas créer quelque chose de nouveau, c'est un regard de nouveau sur quelque chose qui existe. Et c'est tout notre travail, et on travaille de cette manière sur les données. Et comme c'est inclus dans notre manière dans notre petite cité, ben c'est aussi une manière de manager, c'est aussi une manière de créer une stratégie. Donc c'est assez excitant. C'est un peu fatigant intellectuellement, mais c'est très gratifiant quand ça marche. En fait, les produits que vous commercialisez chez Aleph, c'est un potentiel stratégique impressionnant. Parce que techniquement, si on sait comment ça fonctionne, tu peux tout trouver sur un sujet donné. Enfin, plein de petites choses, comme tu disais. Enfin, ça peut être dangereux aussi. C'est un peu notre difficulté, c'est de valoriser cette technologie. Ouais. Donc notre choix, ça a été de faire ce qu'on appelle frontaux. C'est de dériver la technologie sur différentes sources de données pour montrer sa capacité à être agnostique sur ce qu'elle fait. Et c'est bien la force de cette technologie, effectivement. C'est cette capacité à manger un petit peu n'importe quoi très très vite et un grand nombre de sources. En fait, on n'est pas limité. En fait, c'est une technologie de moteur de recherche. En fait, on fait rien de magique. On fait la même chose que Google ou que Bing, qui sont les deux grands, qui ont une technologie de collecte aussi, qui est à eux, qui ne partagent pas. Ouais. Nous, on a simplement développé une technologie de moteur de recherche. Par contre, comme on n'a pas d'intention universaliste ou autre, on a pris une approche différente de certains qui se sont dit je vais chercher des 20-30 millions pour créer un moteur de recherche et rentrer en concurrence avec Google. Ce n'est pas notre stratégie. On part de choses très pointues, très petites, sur laquelle on se cale et on est bon. Et à partir de là, on ouvre doucement notre périmètre en termes de typologie de données. Il y a encore 2 ans, on ne traitait pas les images. On s'est dit, ça serait quand même dommage de collecter plein de choses et de ne pas collecter d'images. Donc on a fait x4 sur notre infrastructure parce qu'on avait un peu d'argent. Donc on a investi et aujourd'hui on a un moteur de recherche d'images sur lequel on est en train de tuner des algorithmes avec les mêmes approches. Comment on peut faire le mieux avec le moins possible. Et ces contraintes financières, en fait, si elles ne sont pas trop fortes, elles favorisent la créativité. Et il faut trouver le bon seuil. Il faut être à l'aise, mais il faut être contraint. Et il faut que la contrainte ait un sens. Sinon, elle devient contre-productive. Donc, en fait, c'est l'environnement qui crée la contrainte. Donc, nous, on est tout content d'apporter une techno qui est agnostique et la balancer dans un bain qui a plein de contraintes. D'accord. Et concrètement, pour commercialiser vos produits, comment ça se passe ? C'est plutôt on vient vous chercher ou c'est vous qui faites une démarche commerciale d'aller On essaie d'avoir une démarche commerciale, mais étant donné que nos premiers acheteurs sont quand même de services de renseignement, on s'est bien imbibé de leur culture de discrétion. Alors attention, nous ne sommes pas secrets. Oui. Nous sommes discrets. Oui. Et ça nous allait bien parce que, vous voyez, je suis un technicien, je ne sors pas d'école de commerce. Je peux être grande gueule, mais dans des cas particuliers, quand j'ai une intention, quelque chose à défendre, une valeur à porter. Mais c'est pas dans notre nature d'être communicant. Nous, on aime montrer, on n'aime pas communiquer. Enfin, au sens négatif du terme. Ouais. On est plutôt des pédagogues que des communicants. Donc, on aime bien montrer notre outil.
effectivement, et ça marche bien, parce que c'est pas des slides, c'est du concret. Oui. Donc on est plutôt là-dedans, mais on n'a aucune relation presse, pas de réseau. Puis comme j'aime pas faire le beau sur les stands, j'attire moins. Mais ça ne nous a pas empêché d'avancer, de financer nos innovations, de prendre des risques, de se casser la figure, parce que j'estime que si on ne se casse pas la figure, c'est qu'on n'a pas assez pris de risques. C'est bien gentil de dire qu'on innove, mais pour moi, tant que la personne en face n'a pas des croûtes aux genoux, c'est qu'elle n'a pas innové. Donc on pousse la croûte aux genoux. C'est pas une autorisation de prendre des risques, c'est un devoir dans l'innovation. En tout cas, c'est comme ça qu'on la conçoit. Et puis petit à petit, on a fait notre chemin, on est pérenne. Malgré le Covid, on s'est pris notre petite claque, parce que, comme beaucoup. C'était compliqué. Mais on remonte tranquillement la pente. Tout va bien. Notre trajectoire est saine, on commence à rencontrer des gens qui sont intéressés par notre techno, et non plus que par nos produits. Donc nous, on préfère. Valoriser une techno, c'est beaucoup plus puissant que valoriser un produit. Donc c'est pour ça qu'on a eu du mal à parler avec des investisseurs qui ont du mal à apprécier une techno. Et aujourd'hui, c'est plutôt les industriels qui arrivent à voir le potentiel. Mais c'est assez normal puisqu'ils projettent sur un métier, donc sur un chiffre d'affaires qui est associé. Un pur financier, c'est plus compliqué. Alors, ça viendra peut-être après. Et puis il y a une prise de conscience aussi. Plus tu es stratégique, plus je sais que l'État essaye de faire des choses pour conscientiser les gens au risque cyber. Je sais que dans mon métier, au-delà du podcast, c'est un peu compliqué de faire comprendre aux gens qu'il y a un vrai risque, qu'il faut se protéger, surtout quand on a de la propriété intellectuelle, des projets, des innovations, etc. Mais pour beaucoup, on en est quand même un peu aux prémices. J'ai pas l'impression que ce soit si important pour beaucoup d'industriels, à part pour les grands groupes, et encore. Et pour moi, il n'y a qu'une seule méthode, c'est de montrer. Hélas, et puis c'est pour ça que je trouve que les démarches de certains acteurs comme la DGA qui arrivent à financer certains audits sur des PME stratégiques, je trouve ça génial parce que c'est le financement de l'audit initial. C'est de faire un état des lieux en sortant de l'approche regard unique. On fait un pentest, on fait un machin, on fait un truc, c'est bon, tout va bien, mais essayer d'avoir une approche ouverte, c'est comment on peut regarder le risque cyber au sens large, plutôt en mode threat intelligence centré sur la data. Et une fois qu'on montre, ça va beaucoup mieux. On ne veut pas faire peur. On va dire, le risque existe déjà depuis 4 mois. En fait, on te pique des données. Depuis 2 ans, il y a tes données personnelles sur le dark web. Et comment ça se fait que tu aies perdu tel marché depuis 4 mois? J'ai les mots de passe de ton DG. J'ai accès à ta base de production parce qu'elle n'est pas protégée. Donc tout ça, ça fait qu'une fois qu'on montre, alors c'est là où on fait un gros travail pédagogique, c'est pour ça que je ne parle pas de communication mais de pédagogie, c'est pour ça que dans ces projets-là, Stémic est présent, pour transformer ce risque-là en quelque chose de compréhensible et d'appréciable pour un dirigeant. Parce qu'un risque cyber pour un dirigeant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme moi si on me disait tu as un risque de te tordre la cheville avec des chaussures à talons. Et encore, c'est beaucoup plus compréhensible, les chaussures à talons. Me concernant, on pourrait en douter, étant donné que j'ai fait partie d'une compagnie de danse de cabaret. J'ai déjà porté des talons sur scène. Donc, mais c'est ça en fait. T'as pas des photos? Si. Pour mettre pour le podcast la photo en illustration du podcast. J'ai même dansé un French cancan. Ok, on veut la photo. Là, je crois que je l'ai perdu. Dommage. Et on pense vraiment que l'État, on a besoin de normes pour vivre, mais dans un monde qui bouge beaucoup, la norme peut cacher. Et cette inertie de normes, en fait, elle laisse des trous énormes. Et nous, on est là pour arriver, alors pas pour tout bouger, mais ne serait-ce que pour apporter un petit regard différent. Et c'est aussi pour ça qu'on est apprécié à la DGA. C'est qu'on ne prétend pas qu'on a raison, on ne prétend pas qu'il faut tout faire comme on le pense. Par contre, ce petit truc-là qu'on vous montre, là, ici, nous, on ne ferait pas comme vous. Et voilà pourquoi. On dit juste ça comme ça. Et ça fait plaisir, et c'est pour ça que le regard qu'on a... Moi, je ne viens pas du monde militaire du tout. Vous l'avez vu, j'ai même réussi à être P3. P3, c'est asocial. Ah, très bien. Ah, il y a cette catégorie quand le... J'ai réussi à pas faire P4 parce que quand on m'a demandé, vous êtes sûr P4, vous n'aurez pas accès au concours de l'administration. Je me suis dit, c'est quand même dommage. Quand même. Ah ouais. On va pas se fermer une porte. Donc P3, ça passait.
Et comment ils ont déterminé que tu étais... Ça n'a rien à voir, hein, mais comment ils ont déterminé que tu étais... J'avais un dossier médical de 80 pages. C'est Céline qu'on entend. Qui dit c'est vrai. D'accord. Non, Donc mais je savais même pas qu'il y avait cette catégorie qui existait Mais apparemment, dans les oui, classements asociaux. D'accord. C'était l'époque où c'était la fin. Je suis tombé encore une fois au bon moment. Ah mince, d'accord. Ils avaient plus de place. C'était un peu. Ah, Ils m'ont dommage. demandé, bon, vous voulez faire l'armée ou pas? J'étais pendant mes études. J'avais redoublé une fois. Je me suis dit, si je peux gratter un an, je serai comme les autres pour une fois. Donc j'ai réussi à passer P3 et puis donc j'ai pas fait mon service militaire et ce qui m'empêche pas aujourd'hui de prendre énormément de plaisir à bosser avec les militaires et étonnamment grâce aussi à leur ouverture d'esprit et à leur transparence. Alors ça c'est deux notions leur transparence. Parce que la grande silencieuse, c'est comme ça donc dont on parle de l'armée. Oui, mais quand on dit quand elle parle, elle dit ce qu'elle pense. Franc du collier. Franc du collier. Et j'ai pas trouvé ça dans le monde privé. La grande muette, pardon, c'est ça. La grande muette. Ok, ouais, c'est ça. Oui, elle dit pas grand-chose. Mais Par contre, quand on fait une connerie, on est au courant. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que dans le monde privé, on le dit pas, on manigance, on manipule, on perd du temps, on brasse du vent et on ne s'adapte pas. Okay. Et ça, j'ai beaucoup apprécié de nous dire, déjà, ça, c'est bien. Ah. Merci. J'ai travaillé pour des grands groupes, je n'ai jamais eu ça. Hein. D'accord. J'ai jamais eu un c'est bien. Ouais. En 15 ans en société de service. Et là, un militaire dit ça c'est bien. Et puis ça c'est pas bien. Merci. Au moins on sait où on va. Exactement. Et où on doit aller pour que ce soit... Et la grande muette, elle a un avantage, c'est qu'on doit répondre à des besoins qu'on ne connaît pas. Et ça c'est une super contrainte pour être créatif. C'est notre responsabilité de présenter. Et c'est pour ça qu'ils disent ça c'est pas bien. C'est une manière de répondre. Et ça nous a fait faire n'importe quoi. Et dans le n'importe quoi, il y en a, on a eu de la chance aussi, il y en a 70% qui ont du sens pour nos clients. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de workshops avec eux pour prendre des retours, comprendre leur métier, mais ils ne parlent pas. Donc on a appris à regarder, on a appris leur métier, quoi. Tu développes d'autres sens. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que là, on travaille sur le non-verbal, on pose les questions d'une certaine manière. Enfin voilà, on devient des agents de rance. Ok. Ils sont adorables. Ils font un super boulot et on est vraiment content de bosser avec eux. Alors avec le privé, on se réinvente. Je reprends tout ce que j'avais appris sur la qualité de service dans les grandes sociétés de service, le monde industriel, bien calé au truc. Et là, on a une réponse négative sur un appel d'offres et j'ai remercié 4 fois la personne en face parce qu'elle nous expliquait pourquoi. Ah oui, c'est pas souvent, ouais. C'est pas souvent, c'était pas le produit qui était en cause, donc elle nous expliquait. Donc on a repris rendez-vous pour trouver des solutions budgétaires, machin. Donc c'est possible aussi dans le monde privé d'avoir des relations commerciales saines sans se taper sur la figure. Moi, j'accepte d'être moins bon que les autres, mais c'est beaucoup plus agréable si on m'explique où j'ai été moins bon que les autres. Pour pouvoir te réinventer. Et puis, oui, moi, j'ai envie d'être meilleur. Revenir au niveau. Voilà, ça fait partie du challenge. Si on me challenge pas, on dit vous êtes trop cher. Oui, c'est pas un super challenge de faire moins cher. Hein. Oui, il n'y a pas de... Ouais. Je peux faire moins cher et aussi mauvais que les autres, si c'est ce que vous voulez. Généralement, c'est ce que je réponds. Et donc, du coup, les grands groupes industriels, c'est plus sur la fuite de données qui te consultent. Oui, et typiquement sur la protection des VIP, parce que... Ouais. Alors, les VIP, c'est le président, le directeur commercial de l'entreprise, le directeur de l'innovation aussi peut être quelqu'un qu'on protège. Le conseil d'administration aussi, peut-être Pour l'instant, ils n'ont peut-être pas trop d'infos. Parce qu'en fait, on a essayé de repenser comme le font les gens de la cyber et les consultants, c'est de travailler sur des matrices de risque et de se poser la question quels sont les actifs stratégiques d'une entreprise, de ces grands groupes. Et à force de sabrer des budgets, on ne protège que ce qui est considéré comme le plus important. Ouais. Et on a beau essayer de vendre la protection des systèmes d'information, de toute façon, il y a plein de sociétés qui font ça, qui le font d'une certaine manière, ils ont le coup de tampon, donc ça va bien, ils sont assurés, il y a des normes, il y a l'ANSSI qui valide, tout va bien. Ouais. Par contre, sur la protection des personnes physiques, du risque cyber, c'est-à-dire qu'on protège une personne physique d'un risque cyber. Donc on est sur la protection humaine d'un risque numérique. Ok. Et ça, c'est très peu vu. C'est-à-dire que pour nous, le cyber, il est transverse. Le PDG qui a son téléphone, qui le prête à son gamin, ça échappe au RSSI. Hein.
Et pourtant, le risque, il est là. C'est pas que les données de l'entreprise, c'est que le PDG est un actif lui-même de l'entreprise. Donc il devrait être considéré comme l'entreprise lui-même. Donc il devrait être protégé comme le système d'information. Donc on surveille les fuites sur son nom, ses emails perso. Idéalement, quand on progresse bien pour faire comprendre ça, c'est les comptes de réseaux sociaux des enfants. Ah oui, ouais. C'est pas qu'on va traquer, c'est qu'on va avertir. On prévient pas l'enfant, évidemment. Oui. C'est pas le but. Nous, on s'en fout de ce qu'il fait. Nous-mêmes, on se traque pas. Parce que nous-mêmes, on va plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais on a 3 enfants plus un demi-enfant qui sont adolescents, qui pratiquent les réseaux sociaux, Un demi-enfant. Oui, on récupère des enfants aussi de temps en temps. C'est sympa. On s'ennuie. Vous n'avez pas assez de projets. On n'a pas assez de projets. Bon, on a aussi un projet d'école. Oui, je comptais en parler après, parce que vous n'arrêtez pas. Non, mais on est fatigué. Oui. Pour rassurer, il n'y a rien de magique. On est vraiment très fatigué. On est sous caféine. Exactement. Mais on s'amuse. Et c'est vraiment le jeu, c'est notre moteur. C'est quoi pour toi ta plus grande réussite? Parce que tu as eu un prix sur la scène de Eurosatori 2018, remis des mains de Florence Parly, donc la ministre des Armées. Est-ce que ça, j'imagine que ça fait extrêmement plaisir, c'est la reconnaissance de tout ce travail, mais est-ce que pour toi, ça a cet impact de j'ai gagné un prix, c'est génial, j'ai trop de succès, ou est-ce que... Eh ben même pas, et je suis super déçu. Parce qu'en fait, j'arrive même pas à prendre de plaisir des prix. Je suis déçue de ne pas être extatique. Je suis fier pour mes employés. Parce que c'est une manière de dire, regardez, c'est pas que ce que je dis. Parce que sinon, je suis tout seul à leur dire qu'on fait des trucs super marrants. Ouais. Mais il y a une petite anecdote, parce qu'effectivement, je suis très, très peu touché par le politique. C'est pas des gens qui me fascinent. Enfin, c'est pas un monde qui me fascine. Même si je trouve que Florence Parly a été superbe, parce qu'il y a une petite anecdote, je suis monté sur scène, moi j'ai pas l'habitude de la scène, puis ça me fait même pas peur en fait. Enfin si, je suis monté sur scène, mais bon, j'avais des chaussures à talons. J'allais pas faire ça à notre ministre. Oui. Quoi qu'elle est prévenue pour la prochaine. Et en fait, je suis monté sur scène, et Florence Parly m'a tiré par la main dans le rayon de lumière du projecteur. Du projecteur, elle m'a tiré en me disant « Venez dans la lumière ». Ah ouais, d'accord. J'ai dit, mais j'ai pas l'habitude, moi. C'est sympa, mais... Donc elle avait c'était assez amusant d'être amené dans... de tirer avec bienveillance par un ministre des Armées. Viens profiter de ce moment où de ce rayon de lumière. Reconnaît ton travail et ton succès et ses années de développement, etc. Donc c'est plus ça qui m'a touché, c'est ce petit moment où une ministre dit bah allez viens, profites-en, c'est là, il y a un rayon de lumière, c'est ton moment, viens près de moi. Donc c'est plutôt ça qui m'a touché, c'est le côté humain, même si ça nous a servi. Parce que si moi ça me touche pas, ça veut dire que ça touche pas les gens. C'est une carte de visite quand même. Puis c'est tout. Non, moi ce qui m'amuse c'est le contexte, c'est les gens, comment ça interagit, comment ils nous apprécient, de voir le delta entre ce qu'on fait, ce qu'ils imaginent, enfin, c'est tout le politique, c'est le politique dans son mécanisme qui est intéressant, c'est pas le politique en tant que personne, c'est à quoi ils jouent, comment ils arrivent à faire avancer les choses malgré tout le bruit qu'il y a, malgré tous les acteurs, tout l'argent, le pouvoir qui est au milieu de tout ça, comment ils arrivent à s'en sortir, et franchement, je ferais pas mieux, à part se percer les oreilles et considérer qu'on a raison et faire comme on pense juste. Mais en démocratie, ça passe pas, ça. Mais oui, c'est très compliqué. On le voit bien sur l'innovation. Dès qu'on prend un sujet avec de l'argent, c'est pour ça qu'on fuit les gros projets. Nous. On n'aime pas. Parce que dès qu'il y a un gros projet, ça intéresse les autres. On préfère aller où personne ne veut aller. Il y a moins de monde. Il y a ta petite originalité toujours. Et puis on retrouve des contraintes que ne veulent pas les autres. Ça nous force à penser différemment. Et puis à s'amuser. Oui, à s'amuser. On est toujours dans le jeu. Et je mets vraiment ça au centre de notre intention. Ton jeu d'échecs. Il paraît que il ne faut pas le dire aux investisseurs. D'accord, oui. On a interdit de le dire. Mais en fait, je le dis quand même parce que... En même temps, tes investisseurs, ils savent qui t'es. Bah oui, c'est ce que je souhaite. S'ils rentrent dans Aleph, ils doivent savoir à qui ils ont affaire. Si je leur demande de respecter la manière dont on travaille, dont on pense et dont on construit Aleph, il faut que je leur montre. Si je leur mens, on va être en guerre. Et autant réserver la période de divorce au divorce.
On ne va pas divorcer avant de profiter de la lune de miel. Ça serait Oui, dommage. quand même. Et concrètement, toi qui as monté ta boîte donc avec Céline Aéry Mhm. et Antoine Bonamour, qu'est-ce que ça fait d'être patron? C'est quoi ta vie de patron? Comment tu te conçois en tant que patron? Ah bah, j'ai ce problème-là, et c'était un vrai problème, c'est que D'accord. jusqu'à cette période de crise, je me suis jamais moi-même considéré comme patron. Ce qui pose certains problèmes aussi dans le temps, de vision que les employés ont de moi, et de moi-même ma vision sur ce que je dois faire ou pas faire, ou comment je dois le faire. Ce qui m'a sauvé, c'est étant marin. Je connais très bien les règles, et ayant bossé avec des militaires aussi, Ouais, il y a des choses qui m'ont plu dans la manière de gérer. Et donc, j'ai pu adapter notre modèle. Voilà, notre modèle, c'est quelque chose qui reste expérimental. Je n'ai pas la vérité. Je suis incapable de dire c'est comme ça qu'il faut que les choses fonctionnent. Je suis capable de dire chez nous, ça fonctionne comme ça. Et c'est moi qui en suis le garant. Et il y a un côté ouvert, donc ça se manipule. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé sympa. C'est d'éprouver son modèle sur de la réalité, sur de la matière humaine. Et je peux me permettre de le faire parce que je sais que la démarche est bienveillante. ouais. Sinon, il y a un risque de faire mal aux gens. Donc, il y a vraiment cette bienveillance qui est là. Alors, c'est un mot qui devient à la mode. Donc, La bienveillance, on te la sort à toutes les sauces. Hein. voilà, il va falloir que j'en trouve un autre. C'est pour ça qu'on prononce jamais big data, jamais intelligence artificielle. On n'aime pas ces mots. Donc, il va falloir qu'on trouve un autre mot. On pourrait parler d'empathie. Empathie, oui. Ça, ou de... Après, on a d'autres mots comme ça. On a la sérendipité, on a Serendipity, ouais. l'indiscipline, c'est-à-dire Ouais. que nous ne voulons pas être transdisciplinaires, pluridisciplinaires ou n-disciplinaires, nous allons être indisciplinaires avec un tiret, c'est-à-dire que nous excluons les disciplines de notre raisonnement. Nous D'accord. avons de la matière et nous n'avons pas de coup de tampon, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Ce qui nous autorise à prendre les outils où on veut, que ce soit dans l'expérience d'institutrice de Céline, qui a des méthodes pédagogiques et de management Mhm. qui sont tout à fait applicables au monde de l'entreprise. Et justement, c'est comment de bosser avec son meilleur pote et sa femme? Est-ce que c'est facile l'équilibre Ah bah on a ce qu'on mérite. Ouais. Parce que Céline est autour de la table. Non, mais parce que ça peut être compliqué en cas de désaccord, en cas de. Bah je dirais que ça... Alors il y a deux choses. Avec un ami, là je pourrais répondre, on choisit ses amis. On choisit pas sa femme. Elle s'est imposée. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai pas non plus dit qu'on prenait ce qu'il y avait. Non. Mais avec un copain, Charmant. on est déjà dans une démarche où si on n'est pas capable de mettre à l'épreuve son amitié, Ouais. on peut considérer que c'est, selon sa définition de l'amitié, ça sert à rien. Ouais. Nous, on a une conception de l'amitié qui autorise de s'engueuler, Ok. de ne pas être d'accord. Ok. On revient aux fondamentaux et on sait que les fondamentaux, on les partage. Donc, du moment qu'on revient aux fondamentaux, il n'y a pas de souci. Ok. En couple, c'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que ça demande de l'organisation intellectuelle. Mhm. Il faut être assez rigoureux et on se rattrape, moins avec le temps, parce que maintenant on travaille depuis près de 10 ans ensemble. Donc Ouais. mais effectivement, il faut petit à petit se mettre des règles pour pas être épuisé, quoi. Alors même s'il nous arrive souvent de discuter le soir de sujets... Oui, parce que tu ramènes quand même Aleph à la maison. C'est surtout elle qui ramène Aleph à la maison. Moi, je ramène beaucoup moins maintenant. Mais elle est arrivée après Elle est rentrée petit à petit dans Aleph. Au départ, étant institutrice, elle avait gardé une distance. Et puis, elle s'est fait attraper sur le projet jusqu'à devenir DG inavoué de la structure. Le DGI, c'est bien comme titre. C'est joli. C'est un DGI. DGI. En fait, c'est directrice des opérations, ça va. Mais voilà, c'est aussi un modèle de management, c'est-à-dire qu'on laisse l'espace aux gens, ils prennent l'espace qu'ils veulent. Si ça ne correspond pas à un poste, ça correspond quand même à un ensemble de fonctions. Et là, on retrouve le modèle militaire. Dans le mode de management, ce n'est pas le grade qui fait la fonction. Qualité, ouais. C'est vraiment la fonction qui est attribuée ou qui est prise par la personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une partie du rôle de DG qu'elle ne souhaite pas se voir imposer, même si elle est capable de l'assumer de temps en temps, un truc qu'elle ne veut pas. Eh bien, c'est pas grave, hein. De toute façon, moi, je suis PDG, donc je suis censé combler les trous. Combler les trous, ouais. Donc moi, je comble les trous. Je vais titiller, je comble les trous. Le reste, elle le gère à la perfection. En tout cas, selon ce que j'attends, ce que je pourrais attendre d'un DG.
Pour toi, c'est quoi la plus grande réussite de Aleph? Là, Aleph a encore de très longues années à vivre, mais qu'est-ce qui pour toi est la chose, l'événement marquant ou je sais pas moi, le produit marquant, quelque chose qui vraiment définit pour toi, c'est le... C'est très égoïste et très personnel. Oh, C'est vraiment lié à moi. C'est d'avoir réussi à créer cet espace de pensée. C'est tout simplement avoir réussi à avoir créé de la liberté. Et ça, dans le monde dans lequel on vit, eh ben, je suis auto-fier de moi. J'ai réussi à créer un environnement dans lequel mon système de pensée, je peux l'éprouver en faisant participer les gens, en leur apportant des choses plutôt qu'en les contraignant. Et en faisant participer des gens. C'est une forme de, je ne vais pas dire gourou, mais en gros, j'ai un modèle de pensée et voilà, j'ai créé le système. Il y a des gens qui rentrent, qui sont contents d'être là. On a plus des problèmes de management en termes de surmotivation des équipes. Nous, notre problème, et là, il n'y a pas beaucoup de bouquins de management sur la surmotivation des équipes, donc là, il faut encore être créatif. Mais je pourrais manager en disant, il faut que je calme, je leur ai dit à tous que c'est des cons, ça va les calmer. Mais c'est totalement expérimental. Donc là, on en a foutu en vacances. D'accord. Vacances obligatoires. Et vu le contexte en ce moment, les patrons ont un peu carte blanche pour faire un peu ce qu'ils veulent. Donc là, c'est pour la bonne cause, donc je m'autorise d'être directif pendant cette période de crise parce qu'elle le justifie. Là, ils sont en train de sauter en vol, donc c'est pas grave, on livrera plus tard, on n'est pas pressé. Ce qui est pressé, c'est d'être bien, sinon on sera pas bon. Et tu as dit que vous aviez failli mourir 4 fois 4 fois, ouais. Et qu'est-ce qui vous a relevé les 3 autres fois Du pot, déjà, toujours. Du pot, tu nous as parlé de la magie de l'instant, enfin de la rencontre. De la magie des rencontres, des moments. Et puis je pense une capacité à se remettre en question et à ne pas se prendre au sérieux. Pour enterrer quelque chose quand on s'est pris au sérieux, c'est difficile. On n'a pas envie. On y habite de l'énergie, machin, ça a de la valeur, j'ai pas envie. Quand on a basculé de l'outil de recrutement sur lequel on avait investi 1 an et demi et qu'on est parti sur le dark web, ça nous a pas posé aucun problème. On a pivoté sur une jambe en talon aiguille avec grand plaisir. Parce qu'on avait un nouveau terrain de jeu sur lesquels on avait encore une carte à jouer. À chaque fois, c'était la dernière. Si ça marchait pas, c'était mort. Donc on a l'habitude maintenant. Oui, vous êtes des professionnels. On a développé en même temps une certaine forme de résilience, mais une forme de prise de risque. On est résilient pas totalement, quoi. C'est-à-dire qu'on est écorché, on est un petit peu blessé, mais on continue à bouger. On n'est pas enferré dans notre truc avec une grille autour. Et au niveau concret, c'est-à-dire professionnel dans le travail, est-ce qu'il y a une réussite que les produits Aleph ont réussi à accomplir? Alors, oui. Des choses dont tu peux parler et qui vraiment... c'est la pédophilie. Hein. C'est le truc. Alors, c'est pas un élément de fierté parce que c'est difficile d'être fier de ça tous les matins. De ça, mais... Mais oui, ça par contre, je le passe, c'est une communication que je fais à mes employés, c'est qu'à chaque fois qu'on participe à coincer un gars, une personne, on communique. Les gars, c'est super, il y en a un qui est au chaud là. Donc voilà, c'est des petits moments comme ça où quand je fais une déclaration à la gendarmerie qui me font un petit retour en disant c'est bon, c'est géré, et qu'ils m'en disent pas plus, c'est suffisant. Tu continues en fait toi à côté de traquer du pédo et de régulièrement... Je traque plus en fait, il tombe tout seul quoi. D'accord. C'est tellement en pleine explosion depuis 1 an et demi là que... Il faut savoir que sur le dark web, en 1 an et demi, on est passé de 6000 sites à 60 000. On a fait x10. D'accord. Et la proportion de pédophilie a augmenté en plus. D'accord. Donc on fait, je sais pas, je suis mathématicien, mais je calcule très mal. Ok, ouais. Beaucoup. beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est un des sujets. Après, le petit plaisir, c'est quand on propose un truc à nos clients et qu'ils sont tout émoustillés. Oui. Ça, c'est le petit plaisir. Okay. C'est le petit plaisir, c'est quand on montre que personne nous croit. On a des grosses entreprises qui prennent tout l'espace, qu'on présente nos petits trucs et qui disent « Ah ouais, mais vous arrivez à faire ça, vous ?» Est-ce qu'il y a de la condescendance un petit peu, genre vous? Oui, mais ils commencent à comprendre petit à petit que... L'importance des petits. Oui, on ne fait pas tout. Mais par contre, on peut faire des choses que n'arrivent pas à faire les gros, quoi. C'est ça.
Et nous, on est prêt à bosser avec les gros. Il faut simplement qu'ils ne prennent pas tout le fauteuil quand ils s'assoient. Et ça, ils ont un petit peu du mal. Une petite place. Il y a un nombre de chats aplatis sur ce fauteuil. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut sortir les griffes tout de suite. Il faut faire attention. Il faut travailler avec eux pour être connu et reconnu aussi. Donc voilà, ça fait partie du boulot. Exister. Et du coup, le futur, les projets? Plein. Plein. On a une école qui est en cours de... Peut-être que tu peux rapprocher le micro parce que vous n'arrêtez jamais. On n'arrête jamais, non. Donc, bonjour Céline, Aéry, qui est la PDG inavouée de la DG inavouée de Aleph. Bonjour. Oui, l'école. J'ai pas entendu tout ce que Nicolas a dit. Et il n'a parlé de rien. Je lui ai dit ça sera pour la fin. D'accord. Une petite cerise sur le gâteau. Mais effectivement, t'as entendu que j'étais professeur des écoles. J'ai été pendant 10 ans, plus de 10 ans professeur des écoles. C'est-à-dire avec des enfants qui avaient quel âge entre le CE2 et le CM2 en général. D'accord, ok, ouais. Pas des pequeños, des petits, des... Oui, voilà, c'était des cycles 3 plutôt. D'accord, ok. Mais j'ai fait un peu tout en fait. J'ai fait aussi de la maternelle. J'ai été ce qu'on appelle maîtresse REP. C'est un poste qui tournait sur plusieurs classes pour monter des projets. En REP, donc réseau d'éducation prioritaire. D'accord, ouais. Voilà, et en fait, moi, pendant 10 ans, j'ai toujours enseigné volontairement dans des écoles plutôt difficiles. Compliquées. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'était volontaire, c'était vraiment intéressant. J'ai aimé ça. Ouais. Et effectivement, j'ai quitté ce milieu-là en montant à Aleph. Pour plein de raisons personnelles, etc. Aussi pour des raisons critiques vis-à-vis de l'éducation nationale. Donc, des voilà. réformes trop de choses, enfin à mon goût, avec le temps, trop de choses qui n'allaient pas et trop de choses impossibles. D'accord. Pas assez de moyens. Et donc, une forme de découragement. Surtout dans le milieu où tu travaillais, il faut quand même que ça tienne la route pour que les professeurs aient envie de continuer et ne sombrent pas dans le... Voilà, c'est ça. Et puis, il faut une énergie... il faut vraiment une vraie énergie, une vraie volonté. Et puis, au bout d'un moment, quand l'énergie commence à retomber et qu'on sent qu'on n'est pas porté, finalement, qu'on n'est pas aidé, il y a un moment où, oui, il y a une forme de découragement, quoi. Ouais. Donc, j'ai toujours gardé quand même un peu de frustration et d'envie. Quand même de faire quelque chose dans ton métier. D'envie d'y retourner. Ouais. Tout en étant dans Aleph. Donc voilà, j'étais passée à autre chose. Toi, t'as déjà touché l'informatique? Enfin, t'avais une connaissance? Ah non, pas du tout. Alors, vraiment pas. Et au départ, justement, autant on parlait de façon très... on parlait des projets possibles de façon effectivement très générale, très engagée, etc. Mais dès que Nicolas et Antoine basculaient dans le langage informaticien, très vite, je les laissais parler et puis voilà. Donc avec le temps, on comprend des choses. Maintenant, maintenant quand ils parlent tous les deux, des fois, je m'étonne à me dire, tiens, je comprends de quoi ils parlent. C'est cool. Voilà. Mais au début, non, je comprenais vraiment rien. Donc j'ai appris. Okay. Voilà, et du coup, oui, effectivement, pour revenir à l'école, une forme de frustration quand même d'avoir quitté l'éducation nationale, d'avoir quitté les élèves, et particulièrement ces élèves-là, des élèves de milieux très, très défavorisés, des élèves qui ont largement autant de compétences que les autres, beaucoup de force en général, de l'envie, mais surtout beaucoup de chaînes, beaucoup de problèmes à gérer qui les empêchent, voilà, au sens général.
Et du coup, un jour, alors ça c'est rigolo. Un beau jour. Un beau jour sur Eurosatori. Ok, donc Eurosatori, c'est l'un des plus gros salons tri-armes air-terre-mer de défense qui se déroule tous les 2 ans à Paris, à Villepinte. Voilà, donc sur Eurosatori. Donc sur Eurosatori, donc vraiment rien à voir. En discutant comme ça avec un consultant Atos. Okay. Un consultant en défense et renseignement, Moyen-Orient, Atos, rien à voir avec l'éducation nationale. Ouais. Donc, dans la conversation, à un moment, on parlait un peu de nous et tout. Donc, je lui explique que moi, avant, j'étais professeur des écoles, tout ça. Et lui me dit, ah tiens, c'est rigolo. Moi, je suis président d'une école hors contrat, en banlieue. Voilà, donc évidemment, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette école Qu'est-ce que vous faites Voilà, donc on s'est mis dans un coin, on a parlé pendant 1 heure. Bravo, même pas sur Aleph. Non, on était partis sur autre chose. Et donc je me suis dit, non, c'est même lui qui m'a dit, écoute Céline, c'est possible, monter une école hors contrat, c'est possible, trouver des financements pour ce genre d'école, de projet, c'est possible. Si le jour où tu veux te lancer, tu me rappelles et je t'expliquerai comment ça s'est passé pour nous, etc. Et là, c'était parti, il avait implanté le... Alors, pas tout à fait, parce que on avait beaucoup de choses à faire et que je me disais je vais pas pouvoir tout faire en même temps quand même. Donc je vais attendre un petit peu. Notre dernière fille était encore très jeune, ça faisait beaucoup. Mais finalement, j'ai pas attendu très longtemps et comme pareil, c'est une histoire de rencontre, la magie des rencontres. Et j'ai rencontré un jour, peut-être 1 an après ou 2 ans après, une prof dans un tout autre contexte aussi, un contexte associatif, mais une association de parrainage. Nicolas, j'ai entendu tout à l'heure, a dit on a 3 enfants et demi. On parraine en fait une enfant, donc on est rentré dans cette association de parrainage et la présidente de cette association qui est prof me dit à un moment moi j'ai un rêve, j'aimerais monter une école qui s'adresse aux enfants de quartiers défavorisés pour vraiment leur proposer une éducation alternative, différente, adaptée, en petits groupes, pour prendre en compte aussi leurs problématiques familiales, leur contexte, et vraiment les aider à sortir finalement de leur milieu, et à exprimer, à raccrocher au savoir, et puis à exprimer leur faculté, Donc c'est rigolo parce que du coup voilà, je lui ai dit c'est marrant parce que j'ai le même rêve. Et donc on était 2. Et donc je lui dis tu sais, un jour j'ai rencontré un ancien général qui est consultant Atos sur un salon militaire et il peut nous... Elle n'a pas compris. Non, elle n'a pas compris de quoi elle me parle. Un général, qu'est-ce qu'il vient faire là? Je dis non mais t'inquiète pas, je vais le rappeler, et il m'avait dit qu'il me donnerait des billes, qu'il me raconterait un peu son histoire et tout. Donc voilà, donc c'est parti comme ça. Et donc cette école, on est en train de la créer. On a constitué, donc ça fait 1 an qu'on y travaille maintenant. Voilà, on a constitué une équipe. On a déposé un nom. On est parrainé par un grand monsieur qui s'appelle Raymond Depardon. Qui est de Villefranche, qui est caladois, qui est né au Garret, dans le quartier où on aimerait monter notre école, donc qui aujourd'hui est un quartier effectivement en difficulté de Villefranche. À l'époque de Monsieur Depardon, qui a plus de 80 ans maintenant, c'était un quartier rural. Il est né dans une ferme, il a grandi dans la ferme familiale, il a fait ses premières photos au Garret. Voilà, on lui a raconté notre projet, on lui a expliqué. Au début, il a voulu quand même, avec sa femme, ils sont vérifier un peu notre, nos véritables intentions.
Donc, on a montré patte blanche, on lui a expliqué nos motivations, etc. Il a accepté qu'on donne donc son nom à notre école. Donc, elle s'appellera, puisqu'elle n'existe pas encore, mais elle s'appellera l'école Raymond Depardon. D'accord. Voilà, normalement, elle s'ouvrira donc au Garret. D'accord. On a un blog, enfin, on a un site internet qui raconte le projet, qui explique nos motivations, etc. Qui présente un peu l'équipe, voilà. Et maintenant, alors il nous manque les locaux. Ouais. Mais du coup, avec le confinement, enfin tout ce qu'on vient de traverser, c'était un peu compliqué de trouver des locaux. On a déjà les artisans qui attendent pour nous aider à les remettre, à en faire un lieu chouette, voilà. Mais on n'a pas encore le lieu, donc il nous reste à trouver le lieu et puis ensuite à rentrer vraiment dans une démarche finalement de levée de fonds, quoi. Une vraie démarche de recherche de fonds pour financer cette école qui sera une toute petite école. Ouais. Adaptée à taille humaine. Adaptée avec des tout petits effectifs, des enfants très, très suivis, une pédagogie vraiment individuelle et innovante. On veut placer vraiment l'innovation pédagogique au centre du travail des enseignants et des équipes et des bénévoles de l'école. Ouais. Donc voilà, on commence à s'inscrire dans le quartier en faisant du soutien scolaire, en rencontrant les familles, en travaillant avec d'autres associations qui travaillent notamment sur la langue française et la place des femmes dans ces quartiers-là, et l'apprentissage de la langue française par les femmes aussi, qui souvent sont assez isolées, donc qui ont peu finalement d'occasion de vraiment pratiquer, etc., et qui sont demandeuses de rencontrer des gens. Voilà, donc on commence à faire ce travail-là. Donc on a déjà des familles qui attendent l'école. Donc maintenant, il nous faut les locaux et ensuite de l'argent. Voilà. Les locaux et de l'argent. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a d'autres projets encore ou Non, alors on a des projets farfelus, mais on sait qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc parce que là, déjà, en plus d'Aleph, de la vie de tous les jours, ça fait déjà des bonnes occupations. Oui, alors il y a quand même une cohérence globale. Ouais. Qui est liée à Aleph. Si on regarde un peu la trajectoire, il y a quand même la compagnie de danse s'appelait Aleph déjà. Oui. D'ailleurs, pourquoi Aleph ? Je sais que c'est une question qui vous est posée parfois. Pourquoi Aleph ? Ça dépend combien de temps on a pour répondre. Non, c'est assez simple. Alors, c'est Aleph pour plusieurs raisons. Ouais. Le premier, c'est que c'est la première lettre de l'alphabet de la langue arabe et de la langue hébraïque. Et c'est assez amusant, dans le contexte géopolitique mondial, d'avoir une société qui porte le nom, qui est une jointure entre les deux cultures ou civilisations. Donc déjà, il y a ça. Après, Aleph, c'est un signe en mathématiques qui a été oublié, qui nous vient des Arabes. D'accord. Qui a été oublié pendant très longtemps grâce à Aristote, qui est une notion de l'infini. Les Arabes distinguaient plusieurs infinis différents de tailles différentes. Des infinis de tailles différentes. D'accord. Et déjà, on revient au noir et au blanc. Pour nous, l'infini, c'est un truc absorbant comme le zéro. Ça absorbe tout. Pour les Arabes, c'est un peu plus fin. Et ils ont raison, en fait, ça se démontre. Les mathématiques modernes ont repris ça. On a oublié juste culturellement pendant quelques siècles. Et donc ça revient effectivement, pour nous ce qui est noir n'est pas vraiment que noir, il y a différentes nuances de noir dans le noir. D'accord. Donc on reprend cette idée de jamais avoir un principe transcendantal sans le triturer, le nuancer et autres. Donc il y a ces deux aspects là qui sont primaires. Il y en a un autre, c'est qu'il y a une petite barre au-dessus du sigle Aleph. Ouais. Et ce bar, il représente justement ce qu'on appelle le non-aristotélicisme. Comme je vous le disais, Aristote est un des piliers de notre logique du monde moderne, et il distinguait que soit une chose pouvait être, soit elle pouvait ne pas être. Ce qui est très limitatif en logique, puisque une chose peut avoir été, par exemple, ou pouvoir potentiellement être. Ouais. Ou peut-être qu'elle peut avoir différents états au même moment, avec la mécanique quantique. Donc la logique aristotélicienne est très limitée, et ce petit a, cette petite barre, c'est l'opposé de cette logique, tout en l'apprenant. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas Aristote, on ouvre la logique aristotélicienne, tout en l'apprenant, parce qu'elle a quand même du sens. D'accord. Ah oui. Donc, il y a 4 heures à passer. D'accord, je peux prendre 4 heures. Mais vous avez mis du temps. Ça, c'est une question que je me pose toujours. Vous avez mis du temps pour trouver le nom Aleph, ou c'était... Non, parce qu'en fait, c'est déjà là.
déjà... On n'est pas en train de... C'est au fond, en fait, on a vraiment un système de pensée, de vie et de machin, et tout est cohérent. Donc, en fait, on réutilise à chaque fois des concepts qu'on a déjà. L'école, quand on parle de pédagogie ouverte, on a un management ouvert. On a une gestion de la production qui est ouverte aussi. Donc, on reste dans les mêmes systèmes de... Alors, j'ai un passé de systémicien aussi. Quand j'ai fait de la philo, j'étais plutôt sur les systémiques. Ok. J'aime bien les systèmes. Et la philo participe à ça aussi. Et du coup, les projets farfelus, si on peut en parler ? Bon, on a des... Non, mais tu as parlé de management et ça rejoint... Oui, ta connerie à toi. Bon, en fait, on a nos conneries respectives. Non, c'est... Elle est pas mal, celle de Céline, elle est bien. Ça fait un couple et une famille hyper occupée, en fait. Alors, occupé, et du coup, tu viens de parler d'ouverture. Enfin, ça nous tient à cœur. Hein. On veut rester ouvert. Ouais. Je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est juste notre façon de vivre et notre façon pas d'effort, de nous sentir bien. Et voilà. Hein. On n'a pas de mérite. Non. Et effectivement, on ne rentre pas du tout, je pense, dans l'image qu'on peut avoir des start-upers qui veulent réussir et qui sont prêts à tout. Et ils voilà. Sont pas tant que ça, en fait, mais non, ils sont pas tant. Non, parce que. Il y a beaucoup de gens comme nous, en fait. C'est ce qu'on... Même on n'a pas l'habitude de vous voir et de vous entendre. Oui, on voit les grands patrons. Mais dans tous ceux qu'on croise, dans les petits start-upers... Les grands patrons aussi, il y a des clichés. Oui, il y a des clichés aussi, voilà. Aussi des clichés, c'est sûr, il faut pas... Enfin, nous, on fait tout ce qu'on fait juste parce qu'effectivement, ça correspond à notre caractère, à notre façon de vivre, à ce qui nous amuse, effectivement. Quand on n'est pas surmené, finalement, on s'embête, donc on râle parce qu'on est fatigué, mais finalement, on le veut bien. On aime bien, et puis, on ne fait pas ça ni pour réussir, ni pour gagner de l'argent. Et effectivement, si on nous disait, demain, vous allez faire la même chose, je sais pas, en Californie, à New York, pour ouvrir un bureau, machin, on dirait non, parce que c'est pas notre vie, quoi. Donc, on cherche à rester cohérent, mais à rester ouvert sur d'autres mondes, en fait. Donc, finalement, tout est possible, un peu. D'où je reviens à l'association de parrainage. Il y a un moment où on s'est dit... finalement, on est hyper privilégiés. On fait ce qu'on aime, on vit bien, on a des enfants qui vont bien, on s'amuse. Nos enfants, elles grandissent dans un environnement super beau. Elles s'éclatent. On essaye d'être dispo, même si on n'est pas toujours... mais globalement, on l'est quand même. Et du coup... on a voulu aussi intégrer à notre famille quelqu'un qui n'était pas de cet environnement-là. Donc on a parrainé, on parraine depuis 2 ans une adolescente qui est orpheline, qui vit en foyer. Qui ne vit pas avec vous Non, alors du coup elle vit avec nous pendant les vacances et puis un week-end sur 2. Mais le reste du temps, elle est prise en charge. Elle reste à son foyer. On ne l'a pas adoptée, on la parraine. Donc après, elle est souvent là finalement parce que le courant est très bien passé et qu'elle a été très vite... finalement, elle fait partie de la famille et c'est notre 4e enfant. Enfin, non, 5e parce que 4e, c'est Aleph. Mais... Oui, on le considère comme un enfant. Famille nombreuse. Voilà, et c'est une façon de nous confronter et de confronter nos enfants aussi à une autre réalité. Et c'est ce qu'on se dit tout le temps. Elle, quand elle nous dit qu'on lui apporte des choses, nous, on lui répond, mais tu te rends pas compte que tu nous en apportes encore plus, quoi. Enfin, c'est vraiment une richesse mutuelle. Et en termes système, on peut pas prétendre avoir un système ouvert en le laissant fermer. Bien sûr, Et en fait, un système ouvert qu'on laisse fermer, il périclite. Donc il faut le secouer. Alors ça secoue, ça prend de l'énergie. Ça secoue. Ça secoue. Mais par contre, à chaque secousse, le système il se renforce. Il a de plus en plus de sens et on y croit de plus en plus. Alors ça marche pas tout le temps. Il faut accepter de rééjecter quelqu'un du système s'il met en danger le système. Ça nous est déjà arrivé à Aleph de faire sortir quelqu'un qui était rentré parce qu'on était en incapacité d'adapter le système à cette personne. Donc on n'est pas parfait. Le système n'est pas parfait.
Par contre, on essaie de plus en plus de faire venir des gens qui ne sont pas fondamentalement compatibles avec le système, qui ont un autre regard, et c'est bien au système de s'adapter. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. S'il y avait des jeunes qui vous écoutent, qui vous écoutaient là en ce moment, qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, qui veulent créer leur boîte, est-ce que vous auriez un conseil ? Ah oui, de ne pas le faire pour l'argent. C'est le premier. Vraiment, quoi. Alors, il y en a qui le font pour l'argent et qui y arrivent. Hein. Oui, ça peut marcher, oui. Oui, c'est comme être footballeur professionnel, quoi. Ça peut marcher. Il y a peu d'élus. Je trouve que c'est un formidable moyen de se confronter à l'échec. Et à apprendre. C'est un truc où il y a tout un milieu, et quand on rentre dedans, c'est totalement nouveau. Alors quand je passe à HEC ou autre et que je les vois préparer des processus d'innovation, des machins pour créer des startups, ça me fait sourire parce que ça les aidera pas, ça va aider à la créer, mais pas forcément à la faire vivre. Et pour moi, le premier intérêt de créer une boîte, c'est l'aventure humaine, c'est de croiser de nouvelles personnes, et de se rendre compte qu'en fait, il y a des gens adorables, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'humanité. Et ça, c'est effectivement pas un truc qu'on voit. C'est qu'entre petites boîtes qui souffrent, qui ont des problèmes, et ben on s'appelle, puis c'est des moments super agréables. On échange. Ça permet aussi de travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler, et de refuser ceux avec qui on n'a pas envie de travailler, ce qui n'est pas possible quand on est dans une grosse structure. Ouais. J'ai travaillé pour des clients très très difficiles et totalement irrespectueux pendant 4 ans, à me faire marcher dessus. Donc là, s'il y a un client qu'on n'aime pas, ben, on décline, quoi. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Puis de rencontrer d'autres gens passionnés, en fait. Parce que on pourrait citer des noms, là. De la même façon, on a souvent, dans la presse, on entend parler des startups qui font des levées de fonds et qui activent les réseaux de presse, etc., qui ont déjà un réseau, souvent. Il y en a plein d'autres. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Elles sont très peu représentatives, celles-ci, et toutes les autres, souvent, oui, effectivement, c'est des gens qui n'ont pas forcément de réseau, qui font pas parler d'eux, mais qui se sont lancés par passion. Et du coup, les croiser, voir ce qui les motive, ce qui les fait avancer, et puis les entendre parler, du coup, c'est passionnant parce que on se rend compte à quel point les gens sont divers et variés. Et qu'on n'est pas seul. Ouais, bien sûr. On n'est pas seul. Ça peut être ça, quand tu es à la création d'une entreprise, peut-être parfois tu peux te sentir aussi... C'est là où les CCI, notamment la CCI du Beaujolais, peuvent t'apporter des réponses et te soutenir et faire que tu vérifier, checker que tu vas dans la bonne direction et que c'est à peu près, c'est pas trop bancal et que... Puis de s'inspirer ce que font des autres, de partager son expérience. On a eu des partages d'expérience à la CCI. Alors, on fait pas tous les cocktails, les machins, parce que après, ça vient la soirée de pleureuse et on ne s'apporte plus grand-chose. Ouais. Mais il y a eu des cas, on a fait des petites formations à la CCI avec des gens qui vendaient des chaussures de sport, qui nous ont expliqué ce qu'ils avaient fait en cas de tel problème. Et on a appris des choses qu'on a réappliquées sur un domaine qui n'a rien à voir. Et cette capacité à transposer un système d'un monde à un autre, pour nous, c'est ça l'innovation. C'est prendre j'ai besoin de touiller mon café du matin, j'ai un tournevis sur la main, je prends le tournevis, ça ne me pose aucun problème. C'est avoir un regard différent. C'est juste avoir un regard juste. Il faut que ça fasse un truc à la fin. Oui, bien sûr. La notion d'innovation pour un banquier, c'est pas la même. Un banquier, il faut faire du chiffre d'affaires avec pour que ça ait l'appellation. Puis après, il y a un côté inventeur dont on parle beaucoup moins. C'est moins valorisé parce qu'innovation prend beaucoup d'espace. Et l'invention, là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Qui ne fait pas perdre sa valeur à l'innovation. Mais créer de pratiquement rien, même si je pense que c'est pas possible de partir de rien. Oui, il y a toujours une petite base. C'est pas un nouveau regard. C'est là, je vais créer un nouvel outil qui est une nouvelle fonction. D'accord. Donc, pour finir, nous, on est des contents fatigués. Des fatigués avec le sourire. Des fatigués joyeux. Des fatigués joyeux. De joyeux fatigués. De joyeux fatigués.
Mais voilà, on choisit notre fatigue, donc voilà, effectivement. On choisit notre fatigue. Et c'est un luxe. Voilà, c'est un luxe, ouais. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Je passais un super moment. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci encore à Nicolas et à Céline pour leur disponibilité. Il était logique qu'ils inaugurent Slice car c'est eux et leur singularité qui m'ont donné envie de créer ce podcast. Vous pouvez me retrouver sur le site internet www.slice-lepodcast.fr. Un post est dédié à l'épisode d'aujourd'hui. Vous pourrez en apprendre davantage sur la société Aleph Networks, sur la future école Raymond Depardon et bien d'autres choses. Quant à moi, je vous dis à dans un mois pour un prochain épisode et jusque-là, prenez soin de vous.